Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de Presse Plus. Autour de la table, nos invités et consultants habituels, en tout cas deux d'entre eux, en attendant de recevoir les deux autres. Il y a Ousseini Issa, journaliste professionnel. Ousseini, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et en face de vous, Ousseini, il y a Dr Amadou Bouti Diallo, philosophe, enseignant-chercheur à la retraite à l'université de Niamey. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Les deux absents, vous l'avez noté certainement. De vous-même, il y a Dr Amadou Hassan Bouakar et puis Tradam Traoré Doda qui se sont tous annoncés. Donc, dans quelques instants, ils feront certainement leur arrivée. En tout cas, nous les prendrons dès qu'ils seront là sur le plateau de Bonferré Télévision, puisque nous sommes un peu en retard par rapport au temps et puisque nous devons dans tous les cas démarrer cette émission, nous allons démarrer sans eux en attendant qu'ils nous rejoignent. Je propose donc de suivre avec vous et avec nous le résumé de Presse Plus de ce dimanche 15 janvier 2023 avec notre camarade de la rédaction, Boubacar Amadou. Bonjour à toutes et à tous. Presse Plus reprend son cours normal à l'entame de cette nouvelle année 2023. Et pour ce dimanche 15 janvier 2023, votre émission préférée vous propose un seul mais gros sujet à la une. Il s'agit en effet du sujet de conversation de ces 2 voire 3 dernières semaines, l'affaire Bagri. Le sujet est en tout cas en première page de beaucoup de nos confrères et reste le débat phare dans beaucoup de fadas et de salons. Le sujet sera discuté sous le titre Bagri, la banque devenue vache à lait. Bagri, la banque devenue vache à lait, c'est le titre donc, c'est le premier sous-titre et l'unique sous-titre de Presse Plus aujourd'hui, dont je vous propose le résumé après cette introduction. Boubacar Amadou, toujours notre camarade de la rédaction de la télévision Bonferré. Bagri, la banque devenue vache à lait, détournement de fonds, corruption, faux et usage de faux, blanchiment d'argent, etc. L'affaire Bagri est en effet un véritable méli-mélo où se retrouvent patrons et employés de la banque, voire même de sombres commerçants et particuliers. La justice saisie commence à peine à essayer de démêler les fils. Plusieurs responsables de la banque se trouvent déjà incarcérés, mais selon beaucoup d'analystes, de gros poissons risqueraient d'être pris dans le filet, car l'affaire présumée portant sur environ 5 milliards frôle à présent, selon certains journaux, plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Pourquoi et comment la Bagri, banque au service du développement rural, a été transformée en vache à lait par certains privilégiés? À suivre tout de suite le débat. Première réaction au Sénissa, qu'est-ce qu'on peut en dire? Mais ce qu'on peut en dire, vraiment, c'est que ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant. Pratiquement toutes les structures étatiques qui sont capables de générer de l'argent connaissent un peu la même situation. Parce que tout simplement, c'est devenu des boîtes de placement des acteurs et des proches du pouvoir. Ce n'est pas autre chose. Et on a cultivé, comment dirais-je, au cours de ces dernières années, la corruption, l'impunité. Parce que tout simplement, quand on voit ce qui se passe à Niamey, on réalise que il y a vraiment un écart et un fossé entre les populations à la base et ceux qui sont au niveau de ces institutions-là. Les gens viennent non pas parce qu'ils ont des compétences pour être là, les gens sont là parce que tout simplement il est le fils de un tel ou il est le cousin de un tel ou il est ceci ou cela. Quand vous regardez un peu partout, je ne parle pas que de la Bagri, il y a aussi d'autres structures, notamment quand on voit un peu la Sonideb, quand on voit les autres structures. C'est comme ça que ça a fonctionné. La compétence a été mise de côté. On se contente de savoir ce qui est dans la structure, dans le régime, qui t'envoie, qui. Voilà comment ça fonctionne. Et si vous vous amusez à regarder un peu au niveau de toutes ces institutions-là, vous allez constater que c'est le plus souvent le cas. Et bien évidemment, quand les gens viennent, ce n'est pas parce qu'il faut créer les conditions pour que la structure soit pérenne, c'est créer les conditions parce que ça génère déjà de l'argent, mais pour que les gens s'enrichissent de manière individuelle. Parce que, comme vous le savez, cette banque a été dédiée au développement du monde agricole. Absolument. On l'a vite dévoyée pour transformer en banque commerciale privée comme les autres, n'est-ce pas? Les paysans n'ont pas accès, mais c'est des gens qui sont déjà
dans le circuit, qui sont dans le système, c'est ces gens-là qui ont accès au crédit et autres. À partir de ce moment, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de surprise à ce qu'on en soit là. Il ne faut pas perdre de vue que dès les premières années, la banque a connu des difficultés, n'est-ce pas? Et il a fallu carrément, la commission de l'UEMOA a dû mettre en place un mécanisme pour pouvoir relancer les activités de la banque avec un administrateur provisoire. Mais dès que ça a commencé, bien évidemment, les mêmes pratiques ont repris. Ce n'est pas surprenant outre mesure. On gère ce pays comme on gère un patrimoine privé quelque part. Docteur Amadou Vous savez, moi je me dis, on ne pouvait qu'aboutir à ça. C'est-à-dire que même la vocation première de la banque a été dévoyée. Vous savez que normalement la banque, la Bagri devrait prendre la place de l'ex-CNCA, c'est-à-dire financer le domaine agricole et éventuellement l'élevage. Dès le départ, vous avez vu que cette banque-là ne s'est pas installée dans les provinces. Elle s'est plutôt installée au plateau, dans les quartiers huppés et à l'université. Déjà à Niamey, vous voyez que, en tout cas, il n'y avait aucun rapport entre les succursales de la banque et le monde rural. La représentation au niveau de l'université a fini par fermer et on a réouvert une autre à 1 km 500 de l'université. Moi, je me dis que cela est en tout cas le reflet de ce que le système qui est en place depuis une décennie est un système prédateur qui est en train d'atteindre ses limites. Pourquoi? Cette banque-là, si aujourd'hui elle tombe en faillite, il est clair que c'est des milliers d'emplois qui vont être perdus. C'est aussi des éléments du système qui ont eu à bénéficier des facilités de la banque qui vont se retrouver en difficulté. Pourquoi? Parce que quand on te confie une entité, moi je me dis, il faut faire prévaloir d'abord ta probité. Un banquier, s'il gère bien, il ne finit jamais sa carrière, en tout cas dans le dénuement. Même s'il quitte cette banque-là, il est tout à fait possible, compte tenu de ses performances, de ses compétences, qu'il se retrouve dans une autre banque. Mais quand vous êtes pris dans ce genre de situation où on vous accuse carrément, moi je me dis, c'est même pas de la corruption, vraiment, est-ce que c'est même un détournement? Un détournement, je me dis, c'est peut-être un peu plus sensé que ce qui s'est passé. Aller fourrer de l'argent dans le compte de plantons et d'électriciens alors qu'ils n'auront aucun rapport avec la banque, ce n'est plus un détournement. Moi, je me dis que c'est un crime. C'est véritablement un crime. Et je pense que la justice va traiter ce fait-là en tant que crime. C'est un crime économique. Il paraît que ça a duré 4 ans. Je me demande comment. 4 ans, hein, donc ça veut dire que chaque année, la banque perdrait 1 milliard dans ce genre d'opérations qui ne sont même pas des opérations bancaires en réalité, mais des opérations totalement douteuses. Je crois que les banquiers appellent ça des opérations toxiques. Ça a duré 4 ans, ça veut dire que chaque année, la banque perdait au moins 1 milliard, au lieu de faire rentrer 1 milliard. Donc, aujourd'hui, ça remet en cause même la compétence du système de contrôle. Pendant 4 ans, comment se fait-il que vous n'ayez pas pu déceler? Alors que si aujourd'hui on me vire 10 millions dans mon compte, tout de suite on va me signaler lundi ou mardi. Comment se fait-il que dans une banque qui est dévouée, en tout cas qui est censée investir dans le domaine agricole, que vous fassiez un contrôle sans vous rendre compte que les gens qui prenaient les crédits n'ont rien à voir avec le domaine agricole d'abord. Parce que les premières années, en tout cas moi je me rappelle, hein, la presse en a parlé, les premières années, les crédits qui ont été accordés par la Bagri l'ont été à des membres du gouvernement. Certains ont pris 400 millions, certains ont pris 200 millions, certains sont allés créer des machins. Donc ça a commencé ainsi. Après la première vague, la banque a pratiquement été mise en faillite. Il a fallu donc la commission de l'UEMOA là. Mais ici à l'interne, la fille qui en 2015 a dévoilé ces pratiques-là, on l'a chassée. Voilà. On y reviendra en tous les cas, ça c'était une première réaction, première tour de table. Alors la Bagri, l'affaire Bagri a soulevé donc beaucoup de questionnements, et fait verser beaucoup d'encre et de salive, tout à fait normal. Je propose de suivre un peu le début de cette affaire avec notre camarade de la rédaction, Balima Boureima, qui a un élément donc dans les premiers instants, après les premières interpellations des responsables et employés de cette banque. À l'issue des premières auditions devant le juge d'instruction ce lundi 2 janvier 2023, 6 personnes, pour la plupart des hauts cadres de la Bagri, sont gardées à vue pour les besoins de l'enquête.
Il s'agit principalement du directeur Mohamed Lawal Moussi et du directeur comptable et financier Boubacar Mayachi. Il leur est entre autres reproché de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. L'affaire défraie la chronique depuis vendredi lorsque des lanceurs d'alerte ont publié sur les réseaux sociaux des détournements importants au niveau de la seule institution bancaire dédiée au monde rural. Ces détournements sont estimés entre 1 et 5 milliards de francs CFA. Les publications des lanceurs d'alerte indiquaient que des cadres de la Bagri ont été interpellés au niveau de la police judiciaire à la suite d'une plainte déposée par la cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF. L'institution chargée de la lutte contre le blanchiment des capitaux a découvert dans les livres de la banque des mouvements financiers suspects suite à des inspections. La Bagri, faut-il le rappeler, a été créée en 2011 pour le financement des entreprises et initiatives agricoles au Niger. Elle se veut une institution au service du monde rural de notre pays. Les autorités nigériennes ont voulu d'elle comme la remplaçante de la Caisse nationale de crédit agricole. Cependant, dans sa gestion, la Bagri a été confrontée à des difficultés d'ordre managérial. On se rappelle, en 2013, moins de 2 ans après sa création, la Bagri a eu des problèmes qui l'ont fait placer sous administration provisoire par la commission bancaire de l'UEMOA. C'était sous la direction de l'actuel ministre du Plan, Abdou Rabiou. En 2021, certains milieux bancaires ont annoncé le rachat de la Bagri par la Banque populaire de la Mauritanie. Une affaire qui n'a pas été concrétisée. Première action, Dr Amadou, je rappelle que vous venez de nous prendre en cours la Bagri, la banque devenue vache à lait. Vous avez certainement suivi l'évolution de cette affaire, de ce dossier, depuis les premières interpellations jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que vous, cela vous inspire comme commentaire dans un premier temps? Merci Abdraman. Donc je pense que cette affaire de la Bagri, justement comme Balima l'a relevé dans son commentaire, ça relève un peu d'une mauvaise gestion justement de l'institution financière qui est dédiée au monde rural pour financer le développement agricole. Lorsque dans une banque, on se permet de la sorte, en tout cas, où tel que les choses se sont révélées avec la mise sous mandat de dépôt des responsables de la banque qui semblent être impliqués ou eux-mêmes ils s'adonnent à des activités de blanchiment de capitaux pour faire des virements, en tout cas sur des comptes des auxiliaires. Je pense que cela est extrêmement grave. Ça prouve un peu peut-être la légèreté de la gestion et la désacralisation des biens publics. Peut-être c'est de ça qu'il s'agit. Ici, on a un peu de respect pour les biens publics qui sont sacrés, tel que l'article 41 de la Constitution nigérienne le dit. Je pense qu'on ne peut pas quand même se permettre de gérer le denier public à tel point où, dans une banque, comme il a dit, en 2013 déjà, la commission bancaire de l'UMOA a mis sous administration, je pense que c'est un peu où on a en tout cas sauvé à partir de 2013 et que peut-être 10 ans après, justement, un tel scandale trouve ça. Je pense que le gouvernement, l'État du Niger de façon générale doit avoir un œil regardant dorénavant sur tout ce qui se passe, non seulement en tout cas auprès de cette banque particulièrement, mais également des autres institutions bancaires où l'État ou les autres personnes publiques ont un intérêt pour que justement on ne soit pas surpris tel qu'on vient de le faire, en tout cas avec cette banque là-bas. Alors, on sait que c'est avec l'argent public que cette banque a été créée. La banque devenue vache à lait. Est-ce qu'on peut supposer déjà que peut-être les intentions ou les objectifs qui ont présidé à la création de cette banque posent problème aujourd'hui au vu du parcours peu élogieux de cette banque en seulement 10 ans d'existence? Parce que c'est de l'argent public. Oui, effectivement, je pense que c'est ce que j'ai dit, parce que initialement, la banque était une banque qui est dédiée au financement du monde rural. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit la clientèle, ceux qui ont accès au crédit de cette banque sont véritablement ceux qui interviennent dans le domaine du développement rural, agricole, l'élevage? Est-ce que c'est ça véritablement? Il me semble que non. Aujourd'hui, c'est une banque où, bon, tous ceux qui ont des activités économiques en dehors même du secteur du développement rural peuvent se faire financer. Et ce qui est extrêmement grave,
tels que les éléments sortent, fuitent, j'allais dire, c'est le fait qu'il n'y ait aucune garantie dans l'accès au crédit. Et je pense que ça, c'est des choses quand même purement élémentaires. Si initialement, peut-être, je ne sais pas comment est-ce que la banque a été montée, c'est peut-être pour faciliter aux agriculteurs, aux éleveurs qui n'ont pas des moyens, notamment des titres immobiliers, pour pouvoir déposer auprès de la banque comme hypothèque, en guise de garantie pour pouvoir accéder. Et peut-être le montage a été fait, mais aujourd'hui, ceux qui profitent de ça, là, ce n'est pas véritablement... C'est pour ça qu'il faut un peu repenser et faire en sorte que si, justement, la destination initiale, comme j'ai dit, si ça n'a pas été modifié entre-temps, c'est de faire en sorte qu'on soit encadré et que, au moins, le monde rural puisse faire pour moderniser l'agriculture, exploiter des grands domaines, justement, moderniser peut-être les produits laitiers, créer des unités industrielles pour produire nos produits, en tout cas laitiers, localement, un certain nombre de choses. Donc je pense que quelque part c'est cela. Mais tel que ça, vous avez dit, c'est effectivement ça apparente à une sorte de vache laitière, quoique pour l'instant, on ne connaît pas véritablement qui sont les bénéficiaires de ce montant de 4 à 5 milliards présumés. Peut-être l'instruction va permettre au juge d'instruction qui est en charge du dossier de creuser davantage pour voir pour qui ils ont agi, pour le ce qui est sûr, puisque c'est une opération de blanchiment. Donc peut-être en creusant, on saura qui sont les vrais bénéficiaires de cette opération. Alors, il n'y a qu'à voir le parcours de cette banque. On en a parlé tout à l'heure, Balima a un peu soulevé le lièvre par rapport à cette question. Création de la banque 2011. En 2013 déjà, soit à peine 2 ans après sa création, il y a un problème. Il a fallu que la commission bancaire du mois intervienne pour redresser la situation, etc. En 2021, donc 8 ans ou à peine 7 ans, 8 ans après, on parle de privatiser la banque. Ça veut dire donc que un an après, là en 2022, éclate cette affaire. Un parcours qui n'est pas très logique. Je vais insister là-dessus, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant. Ouais, bon, la batterie, ce n'est que, comme on avait dit, c'est un exemple parmi tant d'autres. N'est-ce pas? Quand je prends par exemple la Caïma, ça a été créé pour faciliter l'accès aux intrants aux paysans. Mais ça a profité finalement à qui? C'est les pontes du système qui prennent. Aujourd'hui, l'engrais coûte cher. Et on s'étonne qu'il n'y ait pas une production en quantité. Non, mais la Caïma n'existe même plus. Imaginez, mais c'est comme ça, il y a beaucoup de structures qui ont été créées, qui disparaissent comme ça, parce que tout simplement dans le choix des gens, quand on crée les structures, on se dit non, c'est nos gens on va mettre. On ne tient pas compte des critères de compétence, de probité et autres. Et quand les gens viennent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils vont se mettre à grappiller, et c'est le docteur qui dit des raids de... Bon, alors, il faut s'attendre à quoi? Moi, ça ne me surprend pas autre mesure. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que l'idée de la baguerie, c'était déjà une initiative de Tanja. Il ne faut pas perdre de vue, s'il avait ce projet-là, qu'il allait, oui, bien sûr, qu'il fallait créer une institution qui puisse permettre aux paysans d'accéder à des financements en les organisant bien évidemment. Mais comme c'est de l'argent, on a dévoyé ça pour faire autre chose. On transforme la banque agricole en banque commerciale. Où c'est les gens qui sont là, la clientèle politique et tout. Ceux qui vont prendre l'argent, le paysan, on peut les regrouper en coopérative et tout. Moi, c'est comme ça la vision que je voyais. Créer des conditions pour que les paysans soient regroupés en coopérative solide pour financer un peu, booster l'agriculture en région, quoi, dans toutes les régions. Mais est-ce qu'on l'a fait? Et la CNCA, c'était comme ça que ça fonctionnait, oui. Et ça marchait quand même. Et ça marchait avec les coopératives solides, bien organisées et tout. Mais parce que tout simplement, ça n'arrange pas. On crie qu'on veut créer des conditions pour une amélioration de la productivité. Et de l'autre côté, on ne fait rien pour les paysans. Parce que cette banque, c'est une banque d'abord dédiée aux paysans. Et puis, naturellement, quand les gens comprennent, parce que cette histoire de manque, même quand il n'y a pas de garantie, c'est peut-être parce que pour permettre aux paysans, justement, d'accéder à des financements consistants, n'est-ce pas? Avec un minimum d'encadrement, ils vont développer et puis rembourser l'argent. Parce qu'il y a un encadrement qui va suivre par la suite. Mais bon, on l'a fait, on a constaté que ça peut générer beaucoup de ressources. Et on a transformé ça, c'est devenu une banque commerciale. Comme les autres banques commerciales privées. Mais comme c'est étatique, bon, bien évidemment, il ne faut pas être surpris que ce soit les gens qu'on va placer. Souvent, ce n'est pas des gens qui maîtrisent, comment dirais-je, ces gens, justement, c'est souvent sur la base des recommandations et autres. Bien évidemment, quand chacun vient, c'est pour chercher à s'enrichir. Et on ne peut pas sortir de l'ornière comme ça. Il faut, comme le dit le docteur souvent, il faut
mettre l'accent sur les critères de compétence et de probité. Mais on ne le fait pas. On fait dans le discours, mais on ne le fait pas dans la pratique. Il y a beaucoup d'institutions qui ne fonctionnent pas bien parce que tout simplement, c'est des institutions qui sont où on a confié des gens qui ne savent même pas exactement c'est quoi leur travail. Ils viennent, ils se disent seulement il y a l'argent. N'est-ce pas? Mais non, quelque part c'est comme ça. Les gens, ils viennent à l'esprit qu'il y a l'argent dedans. Et ils savent aussi que, bon, quels que soient les actes que je vais peut-être poser, je vais rester impuni. Ils vont s'adonner à quoi? À des raids Sur les finances publiques. sur les ressources, parce que c'est public. Mais sinon, il y a quand même un conseil d'administration qui s'est réuni pour faire le bilan d'exercice annuel. Pendant 4 ans, il n'y a rien eu. On n'a rien Il y a un ressenti. système de contrôle interne. Un système de qui contrôle devrait interne marcher. et tout et tout. Peut-être tout ça là, soit c'est des complices ou bien ça a été dissimulé. Mais bon, alors, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais on sait comment les gens sont nommés dans les conseils d'administration et tout. Le parcours de la banque devrait déjà réfléchir, un peu inquiétant. Elle devrait mettre la puce à l'oreille. Non, vraiment. Dès les 2 premières années, les gens sentaient que la banque allait dans le gouffre. Il ne faut pas se bercer d'illusions. Les premiers crédits qui ont été révélés par la presse ont démontré que ce n'était pas à des paysans, à des gens du monde agricole qu'on a octroyé ces crédits-là. Qui a pris 400 millions pour aller créer sa ferme sans possibilité de rembourser, peut-être qu'il n'a jamais remboursé, qui a pris 200 millions, c'était les membres du gouvernement. C'est des gens qui étaient soit au gouvernement ou à la présidence. Moi, je me rappelle des premiers articles quand les gens ont dénoncé les crédits accordés à coût de centaines de millions à des gens du pouvoir. Donc dès là, on sentait que la banque allait dans le gouffre. Il ne faut pas se bercer d'illusions. Une banque, moi, je vais un peu rebondir sur l'histoire de comment. Vous savez pourquoi je respecte Gbagbo? Gbagbo n'a jamais politisé les postes de directeur des entreprises publiques. Et c'est pourquoi il a pu tenir malgré la guerre civile. Il a dit, non, même si tu es de la diaspora, voilà le cahier de charge. Si tu peux le remplir, voilà. La gestion des sociétés publiques, en tout cas, n'a rien à voir avec l'appartenance politique. Et Gbagbo a tenu, vous avez vu. Mais ici, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'on est arrivé, ah non, c'est mon militaire qu'il faut placer. Mais le militaire, il n'a pas les compétences. S'il n'a pas les compétences, vous lui confiez une entité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la liquider. Et s'il la liquide, qu'est-ce qui se passe? Imaginez un peu, même l'État lui-même, combien d'impôts il perd avec cette histoire-là. Parce que si la banque ferme, c'est des milliards ou des centaines de millions que l'État perçoit en termes d'impôts qui vont disparaître. Donc quand vous voyez que les gens commencent à dérailler, il faut les ramener ou bien les remplacer. Moi je me dis que cette histoire-là, dès le départ, le monsieur qui a commis ces impairs-là, il fallait l'arrêter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On lui a confié une autre banque. Il est allé, il l'a liquidé. Après on lui confie machin. Il devient ministre. Donc plus tu es médiocre, tu liquides les entreprises publiques, plus tu as une promotion. Au point où ces gens-là sont tellement obnubilés par l'argent, au point d'aller blanchir l'argent par le biais d'un planton. Ça veut dire que moi, c'est la première fois dans la vie que j'apprends ça. Vous savez, c'est la première fois. Parce qu'au moins, il faut faire semblant. Peut-être un cultivateur va dire, bon, il a peut-être des champs là-bas, à Soukoukouten ou à Dogandouchi, on va les vendre. Mais un planton, qu'est-ce qu'il a? En dehors de sa moto, peut-être même qui appartient à la banque. Il n'a rien. Sur cette base-là, vous allez virer 100 millions, 200 millions, 1 milliard dans son compte. Avec quelle garantie? Mais ça veut dire que simplement c'est un crime. Moi je me dis, la banque dès le départ a perdu sa vocation. Et si les gens insistent à partir de la Mauritanie pour qu'on la privatise, c'est qu'ils savent que la banque n'est pas dans sa vocation. La CNCA a périclité parce que la Banque mondiale a voulu qu'on la liquide. Ce n'est pas parce qu'elle était mal gérée. Moi, je me rappelle, j'ai une nièce qui était là-bas. Non, la Banque mondiale a considéré que non, il faut privatiser. Il ne faut pas financer l'agriculture. Il ne faut pas financer parce que machin, parce qu'il faut importer l'import. Et vous allez vous rendre compte d'une chose. Moi, je ne suis pas un économiste. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Souvent, même dans ces genres de situations, l'État joue à l'hypocrite. L'État, lui, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est les recettes, c'est les impôts. Les impôts. L'État préfère dans certains cas importer que de financer l'agriculture. Parce que l'agriculture, qu'est-ce qui se passe? Si on finance l'agriculture, il faut mettre de l'argent. C'est comme l'éducation. On vous dit que ça coûte cher. L'État préfère l'importation du riz, par exemple. Pourquoi? Parce que à travers l'importation du riz, il perçoit des milliards et des milliards pour payer les salaires. Il ne veut pas mettre de l'argent. Parce que si on veut atteindre l'autosuffisance alimentaire, c'est très clair. On met des centaines de milliards dans l'agriculture, on crée des grandes fermes, on finance des grandes fermes. Au bout de 2 ou 3 ans, c'est ce que l'Inde a fait, c'est ce que la Chine a fait. Le Nigeria a fait. Au bout de 2 ou 3 ans, le Mali aussi.
Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que ce système de baguerie arrange quelques individus. On ne veut pas financer l'agriculture. Qu'est-ce qu'on fait? On détourne l'argent pour le mettre quelque part dans les poches. Niger Inter Hebdo, notre confrère a titré à ce propos: détournement de fonds à la baguerie, l'affaire commence à livrer ses secrets. Détournement de fonds à la baguerie, l'affaire commence à livrer ses secrets. Et l'enquêteur, le quotidien L'Enquêteur, dans sa parution du 12 janvier, a titré: les épouses des prévenus et les membres du conseil d'administration auditionnés à la police judiciaire. Les épouses des prévenus et les membres du conseil d'administration auditionnés à la PJ. Et donc l'affaire s'élargit. Il y a même un journal, et c'est L'Enquêteur, dont nous n'arrivons pas à publier, à montrer le titre, qui parle de-delà de 4 ou 5 milliards, ça frôle même la centaine de milliards de francs CFA. Oui, par rapport au début, donc, aux indices que cela soulève dès à présent. Déjà, on le sait, c'est la CENTIF qui a mené cette enquête et tout. Ce n'est pas sur la base d'un contrôle à l'interne ou d'une dénonciation. Et la CENTIF, on le sait, poursuit les financements, comment on appelle ça, occultes, obscurs, et le blanchiment d'argent. Là, une banque publique comme la baguerie, la CENTIF trouve à redire, et qu'on pense que l'argent n'est pas celle de la banque, mais plutôt de l'argent qui vient de quelque part et qui est en train d'être blanchi à travers l'utilisation de cette banque et son système, ça devient plus grave que les détournements ordinaires qu'on connaît, docteur. En tout cas, tel que ça s'est passé, c'est vraiment des professionnels effectivement qui, à l'interne, si ça échappe à peut-être tout à l'heure, vous avez parlé de contrôle interne, un certain nombre de trucs de conseil d'administration, comment est-ce que les gens n'ont pas pu peut-être percevoir des signes? Il a fallu la cellule d'analyse d'information de traitement financier, la CENTIF, pour qu'ils voient ce mouvement justement suspect sur des comptes, comme il a dit, d'un auxiliaire de la banque. Donc c'est ça qui a dû alerter. Si effectivement, c'est pas surprenant, en creusant davantage au niveau du juge d'instruction, qu'on peut découvrir justement des montants beaucoup plus importants que ça, tel que vous l'avez dit, l'enquêteur a annoncé. Donc je pense que quelque part, ça relève de la légèreté, comme j'ai dit, de la gestion des biens publics. Ça traduit un peu le non-respect, peut-être, que les citoyens, en tout cas les gestionnaires des biens publics, ont pour les biens publics, malheureusement. Sinon, pour une banque, quand même si ce n'est pas une banque, en tout cas, qui donne, en tout cas, les actions sont à 100% détenues par l'État. L'État est actionnaire majoritaire, ça procède de la volonté de soutenir justement le monde rural. C'est pour ça que l'État a investi des milliards dedans pour pouvoir les soutenir. Et aujourd'hui, je pense que quelque part, je suis d'accord avec Bounty, c'est peut-être très tôt, lorsque la vocation a été détournée, l'État aurait dû ramener justement la banque sur les rails pour dire que non, la banque là a pour objectif principal le financement des activités des paysans du monde rural. Donc, bon, maintenant, je ne sais pas, est-ce que c'est des alibis que les gens ont pris pour dire que bon, il faut investir dans le monde rural, faire des fermes, faire des, qu'on appelle des agricultures, de l'agriculture sur des grands espaces, peut-être des choses comme ça. Maintenant, on leur a donné l'argent, parce que peut-être l'une des conditionnalités qui facilite, c'est que vous n'avez pas besoin de garantie pour le faire. Peut-être c'est un peu ça, vous ne déposez pas des titres fonciers ou autre chose. Peut-être c'est pour ça que les gens ont profité pour prendre l'argent, mais ils n'ont pas réalisé les activités. Peut-être c'est comme ça que ça va sortir. C'est pour ça que j'ai dit que si le juge d'instruction va creuser, ce qui est sûr, on va découvrir beaucoup de choses qui vont démontrer, comme j'ai dit, le niveau un peu de la prédation justement des deniers publics. C'est pour ça que je pense qu'il y a la nécessité de reconvertir en tout cas les mentalités, d'instaurer une autre gouvernance obligatoirement si on veut vraiment démarrer en tout cas le développement économique et social de notre pays, tout en mettant ferme à l'impunité et en mettant les gens face à leurs responsabilités pour pouvoir répondre justement de leurs actes. Mais moi je pense que, docteur Amadou, je ne sais pas ce que tu n'entends pas, il faut reconvertir les mentalités. Mais parce que, pourquoi j'ai dit ça? C'est parce qu'on pense que quand on dit bien public, c'est les biens qui n'ont le plus banal en fait. Oui, c'est ça le bien public est considéré sous le système comme
les biens appartenant à l'État, par conséquent, l'État, c'est qui? C'est nous qui sommes aux affaires. Quelque part, c'est un peu, on ne tient pas compte du fait qu'on a créé pour consolider, pour créer les conditions. Je me rappelle quand la BDRN, on sait à quel moment la BDRN a été pratiquement la BDRN a tenu des années, a contribué à financer, mais quand il y a eu le laxisme, on a vu comment la BDRN est finie. N'est-ce pas? La BDRN a été liquidée, il y a les Tunisiens qui sont venus, ils ont ainsi renfloué, mais ils ont posé leur conditionnalité, on sait comment ça s'est passé. Maintenant, la Bagri, moi, je l'ai perçue comme une sorte de, un peu à l'image de la BDRN, mais pour promouvoir le monde rural. C'était moi, c'est comme ça que je voyais. J'ai dit, ça va créer les conditions pour que les gens puissent être financés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et j'insiste là-dessus. Tant qu'on ne va pas mettre en avant l'intérêt général, là, docteur, aujourd'hui, il y a beaucoup, l'intérêt général se limite à eux. C'est des intérêts particuliers que les gens défendent, n'est-ce pas? L'essentiel, moi, j'ai mes avantages et tout, et je peux aussi trouver comme on avait dit, des poches où je peux grappiller, de temps en temps, des endroits où je peux grappiller. Pour le reste, je m'en fous. Ça meurt, on va m'amener quelque part. Il n'y a pas la sanction. Moi, j'ai dit, il faut qu'on mette fin à ça. Il n'y a pas une autre solution, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas à retravailler la pensée, reforger les consciences. Quand les gens vont voir les sanctions, ils vont faire attention. Mais tant qu'il n'y a pas de sanctions, ou bien on dit, bon, on enlève juste la personne, on l'amène quelque part. Alors qu'elle a commis comme on avait dit, quelque chose de très grave qui mérite d'être sanctionné, on l'amène quelque part. Mais là où on va l'amener là, c'est pour continuer à faire la même chose. Et malheureusement, c'est ça qui a fait et c'est ça qu'on appelle l'impunité. Il faut mettre fin à l'impunité, c'est les sanctions. La personne sait d'avance, on te nomme à tel lieu, à tel poste. Si tu gères mal, tu compromets les biens publics, tu compromets l'argent de l'État, tu sais ce qui t'attend. Comme ça se faisait à l'époque de Kouiki. Et alors pourquoi on ne peut pas faire ça aujourd'hui au nom de la démocratie, où on protège, bon, c'est notre militant, il faut le préserver. Non, ça va changer. Et tous les pays où ça a changé, c'est que quand vous êtes à un poste de responsabilité, où vous commettez des impairs, on ne regarde pas votre appartenance, ou Bazoum l'a dit dans son discours d'investiture. Il n'a qu'à mettre ça en œuvre. C'est-à-dire, sans aucun machin, il n'a qu'à mettre ça en œuvre. Et on va voir que ça va finir. Parce que seule la sanction peut changer les gens. Tant qu'il n'y a pas de sanction, les gens vont continuer parce qu'ils se disent qu'ils sont intouchables. Et on est dans cette situation, et j'ai cité d'autres cas. Il y a plein de cas qu'on peut citer, où l'argent public est dilapidé. On sait qui l'a fait. Et même quand on prend la Cour des comptes, le dernier rapport de la Cour des comptes, il n'y a pas une institution qui n'a pas été épinglée. Est-ce qu'on a touché une seule personne pour dire... C'est pour ça que j'ai dit, les gens conçoivent l'État comme je suis au pouvoir, l'État c'est moi. L'État, absolument. Voilà un peu la conception de l'État. L'État c'est tout le monde, c'est tous les Nigériens. Le journal L'Éclosion titre Bagri Gate, plus de 4 milliards de francs CFA détournés. Les détails du scandale la Bagri de 2015 à aujourd'hui. Bagri Gate, plus de 4 milliards de francs CFA détournés. Les détails du scandale de la Bagri de 2015 à aujourd'hui, titre le journal L'Éclosion. Selon qui, donc, comme on le dit, autour de cette table, que cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui seulement. La Bagri a connu des difficultés très tôt, après sa création. Et puis l'éclosion toujours, cette fois, titrant Bagri Gate, de directrice de l'audit à vendeuse de sandwich. Bagri Gate, de directrice de l'audit à vendeuse de sandwich. Le journal ici évoque le cas donc, de cette directrice de l'audit interne de la Bagri, Madame Falmata Awami, donc, qui a perdu son poste, n'est-ce pas, après une longue procédure judiciaire contre la banque qui l'employait, donc Bagri, la Bagri, et donc qui était l'autrice d'un rapport qui révélait donc la mauvaise gestion de cette banque, notamment en ce qui concerne les crédits qui sont accordés de façon irrégulière. Donc elle a dû être limogée donc son poste, et l'éclosion dit de directrice de l'audit à vendeuse de sandwich, puisqu'elle s'est reconvertie dans une activité commerciale donc
consiste donc à vendre du sandwich et autres aliments depuis 2015 donc. Alors docteur. Il se retrouve dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'on manque de jugement au point... Moi, j'ai suivi son cursus, mais elle a raison. Elle ne voulait pas se salir. Elle serait actuellement en prison si elle avait accepté de jouer le jeu. Elle n'a pas joué le jeu, qu'elle vende ses sandwichs, elle est dans l'honneur et la dignité. Mais moi, à la place de Bazoum, je la nomme directrice de cette banque-là. À partir du moment où je me rends compte qu'on l'a martyrisée, on l'a salie, alors qu'en réalité, c'est elle qui a raison. Bilal ne va plus vendre de sandwich, je vais la nommer directrice. Qu'il y ait conseil d'administration ou non, si c'est l'État qui a la possibilité de nommer le directeur, je la nomme directrice. Parce que je sais qu'elle est capable de mener cette banque-là, de ramener cette banque sur les rails. Je ne veux plus accepter qu'elle vende. Et c'est ce qui est en train d'arriver à nos compétences. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez des compétences parmi des médiocres, on vous liquide. Et voilà ce qui lui est arrivé. Pourquoi elle va vendre des sandwichs? Pourquoi? Et souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens ne comprennent même pas le sens de la démocratie. C'est dans la démocratie même que le citoyen a des devoirs. Non, tu ne peux pas voler en démocratie parce que le bien que tu voles, c'est le bien commun. Oui, la démocratie ne permet pas la création d'une oligarchie qui est capable de disposer des biens de l'État comme ça et qui mène des raids quotidiens sur les biens publics. Rien. Non, moi je pense que son cas-là doit réveiller le président Bazoum. Hier, il a parlé aux magistrats. Je l'ai vu à la télé. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Oui, mais sincèrement, il n'a qu'à voir ce cas. Ce président des institutions à l'occasion de la présentation. À partir du moment où l'histoire démontre, même pas l'histoire, le présent actualisé démontre qu'elle a raison, moi je la ramène dans la banque en tant que directrice. Oui, moi je suis d'accord avec Bounti. Je pense qu'aujourd'hui cette dame mérite en tout cas toute la fierté pour quelqu'un qui est vraiment intègre, qui fait son travail techniquement. Parce qu'elle a alerté, il me semble, c'est depuis 2015 qu'elle a alerté pour dire que voilà, et cela lui a valu son poste. Elle est allée dans une procédure où elle a gagné. Maintenant, on a fait du dilatoire, même je pense que pour lui payer ce droit. Effectivement, puisque l'histoire aujourd'hui lui a donné raison par rapport à ce qu'elle avait déjà prévu longtemps, ce qui est arrivé, effectivement, pour ça, même si elle n'est pas nommée directrice de la banque, je pense qu'elle doit retrouver sa place d'auditrice interne, justement pour continuer à auditer dans la rigueur et à pouvoir alerter. Parce que c'est des gens comme ça, on ne peut pas les jeter comme ça dans la rue. J'ai voulu ce passage, au contraire, la dénonciation de la situation financière critique de l'institution qui, en 2015 déjà, avait déjà englouti la moitié de son capital, de 10 milliards de francs CFA, à une jeune dame auditrice qui a découvert le pot rose, Falimata Awami, c'est son nom, a été harcelée juste dans ses derniers retranchements par les responsables de l'époque. L'État du Niger n'a pas pu la protéger. Maintenant que les choses prennent une autre tournure, et voilà, etc. Oui, donc c'est ce que j'ai dit. Normalement, moi je suis d'accord avec Bounti, et cette dame-là doit être rappelée vraiment pour retrouver sa place, parce que je pense que c'est important, elle sait faire le mieux. Et très tôt, elle a alerté, elle a dit, et c'est ça le technicien. Et elle ne va pas quand même la laisser, même si vous l'avez aussi relevé, elle a préféré gagner sa vie dignement en se reconnaissant dans une activité lucrative qui lui rapporte le sou, puisqu'elle a des compétences. Effectivement, il faut qu'elle mette ses compétences au service de sa nation. Je pense que ça, c'est important. Effectivement, on peut faire appel à elle pour qu'elle puisse vraiment retrouver sa place et que ça servira des leçons aussi aux autres. Parce que quand l'organisation des structures, que ce soit financière ou autre, prévoit un certain nombre de mécanismes, surtout d'audit interne, c'est pour qu'avant que l'audit externe ne vienne, déjà à l'interne, on puisse attirer l'attention pour dire que non, telle chose-là, ce n'est pas bien, il faut rectifier le tir, et je pense que cela n'est pas mauvais. Donc, je pense que cette dame-là, effectivement, mérite d'être réhabilitée par rapport à tout ce qu'elle a vécu et le bourreau, ceux qui l'ont mis dans ce... Surtout qu'elle a une décision de justice qui dit qu'elle a été licenciée abusivement. Exactement, si, j'ai vu ça, j'ai vu ça sur le réseau. Exactement. Elle a été licenciée La banque a abusivement. même été condamnée à lui payer un certain nombre de trucs. Là aussi, j'ai vu, c'était beaucoup de montants. Ils ont fait du dilatoire. Le premier montant, entre 600 et 400 millions. Exactement. On est arrivé à une dizaine de millions. Oui, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des choses, je n'ai pas bien compris, effectivement. Donc, je pense qu'au-delà de ça, elle doit quand même elle doit être reprise dans son emploi. Mais le monde d'aujourd'hui, le journal Le Monde d'aujourd'hui, titre et s'interroge, il dit pourquoi certains partisans du pouvoir veulent aller plus vite que la justice.
pourquoi certains partisans du pouvoir veulent aller plus vite que la justice, s'interroge le journal, dans cette affaire de la Bagri, une affaire judiciaire, en tout cas concernant le cas de ce détournement de 4 à 5 milliards de francs CFA, puisque des gens, 5 ou 6 responsables et employés de la banque, sont déjà sous mandat de dépôt depuis plusieurs jours maintenant. Et le Canard en Furie, le journal Le Canard en Furie, qui titre « Détournement de 5 milliards à la Bagri, une preuve supplémentaire de la mauvaise gouvernance, de la malgouvernance, des Renaissants ». Détournement de 5 milliards de francs CFA à la Bagri, une preuve supplémentaire de la malgouvernance des Renaissants. Une preuve de la mauvaise gouvernance des Renaissants peut-être, mais l'affaire prend des relents politiques ou séries, puisqu'il y a certains qui n'hésitent pas à dire que cet détournement il y a ou pas, on ne sait pas, mais certains disent que ce qui est sûr, selon eux, cette affaire est soulevée aussi, entre autres raisons, parce qu'on veut privatiser la banque et que les actuels responsables de la banque sont contre cette privatisation. Et donc, la chose à faire, c'est de les dégager en créant cette affaire pour pouvoir paisiblement privatiser cette banque. Parce que depuis 2021 déjà, on commençait à parler de privatisation avec les Mauritaniens. Non, en réalité, mais moi, donc, c'est des choses qui s'imbriquent. Je sais d'une chose, c'est que le système tel qu'il est en train d'être, en tout cas le système tel qu'il fonctionne actuellement, et je l'insiste et j'insiste là-dessus, tel qu'il fonctionne actuellement, c'est un système qui est fait pour promouvoir souvent des gens incompétents. Et tant qu'on se met dans cette logique, où on se dit non, c'est notre militant, c'est notre... Et comment on ne va pas développer. On va mettre des individus pour qu'ils s'enrichissent. On ne met pas des individus pour créer les conditions de durabilité de ce qu'on a mis en place. Et c'est dans ça qu'on est pratiquement par rapport à beaucoup d'institutions dans ce pays. N'est-ce pas? Tu as parlé de la CNCA. Depuis pratiquement, avant Kounti, je crois que ça existait, Kounti a continué avec et tout. On a vu un peu avec l'ONAHA qui a pratiquement disparu, qui n'existe que de nom aujourd'hui, qui faisait les aménagements hydro-agricoles. On a vu comment ça a été démantelé. Ça n'existe que de nom aujourd'hui. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a de ça peut-être dedans. Mais la question de détournement, moi je dis, ça ne me surprend pas et ça peut être avéré. On ne peut pas mentir sur des gens comme ça. C'est vrai, ils ont tenté de vendre, parce qu'on a coulé déjà la banque. On a parlé tout à l'heure, déjà en 2013, il y a eu des difficultés de liquidité. Il a fallu que la commission bancaire de l'UEMOA vienne à la rescousse en mettant en place un administrateur provisoire qui a pu relever un peu la situation. Oui, parce qu'on a récapitalisé encore. Alors, on a fait revenir encore déjà. Ils ont trouvé il y a l'argent, alors il faut grappiller. Ils se sont mis à grappiller. Et ça allait continuer, c'était un peu ce travail de comment on appelle cette de synthèse. S'il n'y avait pas eu ça, ça allait continuer, ça allait se pérenniser, sans que personne ne cherche jusqu'à un jour, on va dire à la banque là est fermée. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai dit, il n'y a pas mille solutions. Il n'y a vraiment pas mille solutions. Bounty l'a dit, il faut, même si c'est pas test ou quelque chose comme ça, pour choisir les compétents en fonction de l'enquête et tout, il peut assumer. Parce que dans tous les cas, tu as un cahier de charge. Mais on prend quelqu'un, parce que tout simplement, il est un proche du système, d'un membre du système, on le met. Alors, il va faire la vanne, il ouvre la vanne. Les gens qui vont venir, qui vont accéder, ils n'ont aucune garantie, ils vont prendre. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions. Moi, je ne me fais pas d'illusions dans tous les cas dans cette affaire-là. C'est bien beau, mais il y aura aussi d'autres scandales. Moi, malheureusement, j'ai dit, parce que tout simplement, il y a un laxisme et les gens se disent, c'est notre affaire. Tant que nous sommes là, nous allons continuer. Non, ce n'est pas votre affaire, c'est l'affaire de tous les Nigériens. On ne peut pas se mettre à créer juste pour placer des gens. On crée parce qu'on sait que ça a un objectif. L'objectif pour lequel on l'a créé, il faut qu'on puisse atteindre cet objectif-là. On ne crée pas juste pour placer et en renflouant l'argent. C'est l'argent public. Et on est dans cette situation-là. Et je n'ai pas l'impression que j'ai entendu Bazoum effectivement dire qu'il a réitéré. Moi, je dis, il n'a pas à chaque fois à parler aux gens. Il faut taper. Tout simplement. Non, mais je vais dire. Non, mais c'est toi qui as l'habitude de parler de Kagame. Quand tu veux mettre de l'ordre chez lui. Et c'est l'ordre qui a fait qu'ils sont développés. Tout le monde les envie aujourd'hui. On dit qu'il n'y a pas la démocratie. Mais ce qui se passe là-bas, j'ai suivi un documentaire avant-hier par rapport aux déchets, machin dans la rue.
les sanctions, mais tu es obligé. Quand tu as un papier... Et il n'y a pas plus démocratique que la bonne redistribution des richesses dans un pays. C'est ça la démocratie. Absolument. Mais quand les gens viennent se targuer, parce que sans aucune compétence, on te bombarde quelque part, tu ne sais même pas ton travail. Tu ne connais même pas de quoi il s'agit. Non, mais ce que la personne demande avant d'arriver au poste, ce n'est pas qu'est-ce qu'il faut faire comme travail, c'est qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a là-bas. Quels sont les avantages? Qu'est-ce qu'il y a là-bas. Bon, alors, est-ce qu'on peut être surpris que ça ne marche pas? Est-ce qu'on peut être surpris? Regardez les rapports de la Cour de compte. Je vais toujours insister là-dessus. Les rapports 2021. Les rapports, même avant, le rapport qui est sorti avant. Mais on a vu, c'est des choses tellement flagrantes, mais les gens restent là. On constate seulement, on dit, voilà, il y a eu tel machin, dépassement, telle chose, telle pratique. Et on laisse tomber. Alors que c'est des gens, des responsables qui ont mis en œuvre et qui ont abouti à ce manquement-là. Mais pourquoi ne pas les dégager pour trouver des gens qui sont capables de faire correctement le travail? Est-ce que c'est compliqué ça? Et on ne le fait pas. On se contente simplement, on fait même séminaire d'internalisation ou de capitalisation, de détournement. Docteur. Moi, sincèrement, cette histoire de complot là, ça ne tient pas. C'est une affaire de gestion, on t'a confié des biens, on découvre qu'il y a des impairs, il ne faut pas chercher. Replace l'argent. Il faut remettre l'argent. Maintenant, que ce soit pour les Mauritaniens ou les Sénégalais, vraiment, il faut remettre d'abord l'argent. C'est un problème de gestion. Il ne faut pas dérailler. C'est un problème de gestion. On a découvert que vous avez blanchi des sous, il faut replacer. Ce qui me fait mal, vous allez voir, on ne va pas mettre leurs biens sous scellés. C'est ça qui est très grave. Ils vont faire quelques mois, on va leur accorder la liberté provisoire, ils vont sortir, ils vont se mettre à nous narguer parce que cet argent-là, ils ne l'ont pas dilapidé. Cet argent-là est caché quelque part. Il faut mettre d'abord leurs biens sous scellés. Pour qu'au cas où ils sortent là, quand ils vont se sentir dans le dénuement le plus total, demain, même si on leur confie quelque chose, ils vont bien le garder. Mais si on les laisse en l'état là, moi je vous assure que si leurs biens ne sont pas sous scellés, ils ont de bons avocats, ils vont réussir à se mettre en liberté, et on va leur accorder la liberté provisoire. Dans 1 an ou dans 2 ans, ils vont vous narguer avec les milliards qu'ils ont détournés. C'est ça qui est très grave. Moi, je me dis, c'est d'abord un problème de gestion. Il faut ramener la banque à sa vocation initiale, qui est le financement du monde rural. Nos petits lopins de terre. C'est ça qu'on devrait financer, c'est pas autre chose. Voilà, c'est pas me donner l'argent pour que j'ai acheté une voiture. Non, non, non. Tu as ton lopin de terre, tu veux par exemple qu'on te construise, on te fasse un forage, tu vas acheter du grillage, ça fait combien? 6 millions la banque. Maintenant, à un taux faible, pour qu'au bout d'un certain temps, tu puisses rembourser. Normalement, la banque ne peut pas financer l'agro-industrie à coût de milliards. C'est l'ancienne vocation de la CNCA. On ne peut pas t'accorder de l'argent pour que tu aies acheté des bœufs et aller vendre au Nigeria parce que tu vas disparaître. Il y a toujours une petite garantie, parce que moi je connais un peu le système de la CN. Il y a toujours un peu, soit c'est ton titre foncier, le titre foncier de ton champ ou des trucs comme ça. Oui, mais on ne t'accorde pas l'argent comme ça dans l'absolu. Et c'est toujours une somme assez consistante qui fait que normalement tu peux investir pour faire générer de l'argent, mais en même temps aussi, la banque peut trouver quelques bénéfices là-dedans, mais pas au taux de 19% ou 19,50%. Non, non. C'est peut-être un taux de 5% ou 6%. C'était comme ça que la CNCA marchait. Et ça a marché. C'est la Banque mondiale qui est venue balayer tout ça là. Moi, je me dis, il faut ramener la banque à sa vocation initiale. Les succursales à Niamey, là, plateau, machin, il faut supprimer. Moi, je pense que quand on va nommer la directrice, elle va commencer par... Il faut envoyer la banque à Dosso, à Gaïa, à Maradi, oui, à Guinimouni, oui, à Guinimouni pour financer. Oui. C'est comme ça que normalement la CNCA fonctionne. La CNCA avait surtout investi dans le monde rural. Et c'est comme ça. Voilà. Mais on ne peut pas construire un truc agricole au plateau. Au campus, quel est le Wadata. Oui. Dans le marché. Oui. C'est comme vous l'avez dit, c'est parce qu'ils ont détourné la vocation pour le banque commerciale. C'est un peu ça. Moi, je vais peut-être intervenir aussi. Je pense que c'est. Moi, je
je ne partage pas cet avis de complot. Je pense qu'il n'y a aucun complot dans cette affaire pour pouvoir... L'objectif, c'est de privatiser. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et maintenant, il faut trouver un prétexte pour mettre... Mais non, ça, c'est pas un prétexte, justement. Parce que c'est trop facile l'argument de prétexte. Le juge ne tient pas compte de ça. Tu vas moisir à Colo. Qu'est-ce que mais par contre, je veux quand même appuyer quelque chose d'important que Bounti a dit. Justement, dans les affaires de détournement de deniers publics, parce qu'il y a une agence même pour les saisies et confiscations. Parce que ce qui est important, à la limite, c'est le fait que même s'il y a la présomption d'innocence, il faut mettre sous scellé tous les biens, on inventorie, on saisit. Parce que souvent, les gens partent en prison, ils font quelques temps, ils sortent. Oui, ils dissimulent, ils organisent leur insolvabilité, ils cachent des choses et puis ils sortent et après. Je pense que la première des choses, pour des montants aussi importants, c'est de mener une enquête pour avoir l'ensemble des biens qu'ils détiennent, soit par prête-nom, puisque le plus souvent c'est comme ça que les gens font. Donc le juge va certainement tenir compte de tous ces aspects-là. Et dorénavant, je pense que pour tous les dossiers de détournement des deniers publics, c'est comme ça qu'il faut procéder pour que l'État puisse rentrer dans ses droits. Au moins, on saisit les biens. Après, on va vérifier tout ce qui se passe. Après, vous faites votre prison et puis au moins, le profit que vous avez fait là, l'État récupère. Je pense que ça, c'est important. Voyons ce que le président de la République, Bazoum Mohamed, a dit, ou a redit, selon ce que Ousseini a dit tout à l'heure. Donc, il continue de parler quand même de la lutte contre la corruption et des actions que lui, il a menées ou il entend mener pour venir à bout de ce fléau dévastateur. Alors il a mis à profit son intervention à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux du 13 janvier dernier, on parlait de la présidence, pour revenir sur cette question. Il a même évoqué le cas de la Bagri et bien d'autres sociétés publiques où il dit que le gouvernement et lui-même ils ont l'œil sur ça et il veille à ce que cette lutte soit effective. Mais il a essayé également de se défendre par rapport aux critiques qui lui sont faites sur son laxisme, n'est-ce pas, et son manque d'action vis-à-vis des corrompus et de l'impunité notamment. Je propose de suivre donc cet extrait du président Bazoum Mohamed. J'ai toujours fait part de mon engagement à lutter contre la corruption et l'impunité. Je voudrais faire observer à ceux qui semblent douter de la sincérité de mon engagement en la matière que jamais les prisons du Niger, sous aucun régime, depuis notre indépendance en 1960, n'ont autant compté de cadres de l'État privés de leur liberté pour fait de corruption ou de détournement de deniers publics. En effet, de l'affaire dite Uboukarage impliquant des cadres du ministère des Finances, en passant par celle de la Sopamine, de Tanedi, de la CNTPS, jusqu'à celle récente de la Bagri notamment, ce sont plusieurs personnes qui croupissent en prison pour faits de détournement et de corruption. La Halcia vient de boucler de nombreux dossiers d'enquête qu'elle a transmis au procureur de la République. J'ai ordonné à ces derniers de leur faire suite avec diligence. La bonne volonté est là. Personne n'a douté. En tout cas, peut-être, j'ai comme l'impression qu'il y a deux catégories d'acteurs. Il y en a dans le système qui considèrent qu'ils parlent seulement. N'est-ce pas? Aussi, dans la société, aussi, il y a des gens qui considèrent, au regard des résultats jusqu'ici, il n'y a pas grand-chose. Et en même temps, il y a des choses qui se produisent, quoi. Les gens ont besoin rapidement que les choses soient accélérées. Il est de bonne foi, il est animé de bonne foi, mais quelque part, dans son machin, même dans son milieu, des gens considèrent que non. C'est nous qui l'avons fabriqué, il doit nous laisser tranquille. Quelque part. Il va parler, mais nous, on va continuer parce que c'est comme ça que le système a été mis en place. Moi, j'ai dit, la seule chose de rompre avec, en tout cas, cette façon où les gens considèrent que, non, il parle. C'est la seule façon. Il a dit, il a diligenté le procureur. Il a ordonné. Il a ordonné au procureur. Mais c'est ça que les gens veulent. Rapidement, ces dossiers-là. Non, mais parce que, pourquoi, docteur? Plus ça dure, plus... Ça se dilue, ça s'estompe. Parce que les gens ne savent pas. Mais c'est rapidement, ces gens qui ont corrompu l'argent public, qui ont pris l'argent public ou qui ont compromis les biens de l'État, les gens veulent qu'ils soient sanctionnés pour que ça serve d'exemple. Mais quand il n'y a pas ça,
juste le discours. Bien évidemment, les gens vont continuer à douter. C'est vrai, il y a eu des cas, depuis qu'il est là, des gens qui se sont retrouvés en prison, mais les gens veulent encore plus. C'est ça, en fait, l'attente des gens. Parce qu'il y a des affaires où, carrément, on a dû lier des affaires là. Où c'est des milliards qui sont compromis, mais malheureusement, il n'y a pas eu de sanctions. Et les gens sont encore dans le système. Il y a beaucoup d'affaires qui sont là où les gens, ils sont là dans le système, ils continuent encore à narguer les citoyens. C'est pour ça, quand il a cité que, bon, il n'y a jamais eu autant de machins en prison, de fonctionnaires en prison, mais évidemment, c'est la qualité ou le niveau de machin. Oui, c'est aussi ça l'enjeu. Moi, j'ai dit, maintenant, il a diligenté, il faut que, effectivement, on sente dans les semaines à venir, qu'on sente qu'il y a des gros poissons qui sont déjà en train de défiler. Mais tant qu'il n'y a pas ça, si c'est le docteur seulement, les gens vont continuer à dire non, ils parlent encore. Absolument. Docteur Amadou, je pense qu'il faut qu'il cesse de ressasser des slogans. Les gens veulent des actions, ils veulent des têtes. Je veux vous les offrir. C'est ça aussi l'homme politique. L'homme politique, oui, même si c'est un camarade proche, souvent il faut s'en débarrasser. Qu'est-ce qui se passe? C'est 30 dossiers ou 50 dossiers là. Mais dis, parce que apparemment, moi je ne sais pas si c'est... Apparemment les gens, même si on découvre qu'ils ont détourné, ils peuvent transiger. Remettre l'argent et puis bon, non. Tu remets l'argent, je t'envoie en prison. Oui, oui. On va transiger, tu vas remettre l'argent. Tu vas aller en prison. Mais si c'est juste pour... Tu peux prendre 1 milliard au bout de 2 ou 3 mois en envoyant des gens à Dubaï et tu peux faire fructifier tes sous, remettre le milliard et te retrouver à 200 millions de bénéfices. Non, tu vas aller d'abord en prison, goûter la prison. Parce que c'est là-bas que se trouve le siège qui accueille les voleurs. Oui, oui. C'est pas le fait de transiger, remettre l'argent. Parce qu'apparemment, dans beaucoup de dossiers, le procureur a cette latitude-là. Je ne sais pas si juridiquement c'est tout à fait possible. Et je crois que c'est pourquoi ils ne veulent pas divulguer les... Pourtant, quand ils étaient dans l'opposition, eux, ils n'hésitaient pas à exiger qu'on divulgue qui est impliqué, qui ne l'est pas. Moi, je pense qu'il faut qu'il arrête de ressasser des slogans. Il faut aller au fait. Vous savez, moi, mon modèle, c'est Deng Xiaoping. Moi, j'ai pas cette... Oh, non, non, non. Moi, c'est pas non, en tout cas, moi, et la preuve, au bout de 40 ans... Non, non, non. En tout cas, moi, mon modèle, c'est Deng Xiaoping, les purges. Il n'y a vraiment aucune pitié quand il s'agit de procéder à les purges. Et surtout, je vous assure, il faut prendre les biens, il faut sécuriser les biens qui ont été détournés. Parce que les gens, ils vont les dissimuler. Au bout de quelques mois, ils obtiennent la liberté provisoire, ils reviennent, ils vous narquent. Oui, docteur. Oui, donc moi je pense que c'est vrai, peut-être, à mon avis, c'était important dans le message justement au président des institutions, peut-être du coup à la nation, qu'il relève, parce que certainement il a les échos un peu de la déception des gens par rapport à tout ce qui s'est dit, il n'y a pas de résultat. Donc je pense qu'il a réitéré que ceux qui doutent de sa sincérité, il réitère une fois de plus et il a donné peut-être la primeur de l'information que peut-être les dossiers de la Harissa dont on parlait, ce n'est pas les autres dossiers apparemment dont on a parlé une fois. C'est le dernier point de presse là. Voilà, donc c'est de nouveaux dossiers. Donc, et qu'il dit que le procureur, déjà les dossiers sont transmis au procureur et qu'il a instruit le procureur pour qu'il... Et là il parle de lui-même. En fait, justement, peut-être la particularité, il ne parle pas de l'État ou du gouvernement. Voilà, non, donc au moins ça c'est peut-être sa sincérité personnelle. Exactement, donc je pense que là c'est certainement comme il l'a dit, puisque le procureur est fermement instruit par le président lui-même pour donner vraiment diligenter une suite rapide par rapport à ces dossiers qui lui ont été transmis. Certainement que des jours à venir, les interpellations vont commencer un certain nombre de choses. Donc je pense que quelque part, à mon avis, c'était important de le dire. C'est vrai, les gens ont raison à un certain moment. On pense qu'à chaque fois, quand il a l'occasion, il réitère sa volonté de lutter contre l'impunité, de mettre fin. Et on a vu les derniers discours, je crois, du 17, il a interpellé les magistrats face à leurs responsabilités. Et même, je crois que j'ai vu un pan du discours où il dit aux magistrats, justement, de ne pas se couvrir eux-mêmes, même parmi eux. Excusez-moi, docteur, je propose de suivre cet extrait avant de continuer. Donc, Ousseini, Pablo, à partir de la régie, cet extrait donc, de Bazoum Mohamed, là, il parle des juges et de certains fonctionnaires aussi qui continuent à croire que non, c'est de la blague, qu'il attire leur attention, qu'il va sévir nécessairement et il interpelle les juges pour qu'eux aussi ne couvrent pas leurs camarades qui se rendent coupables donc, de forfait
de ce genre ou de complicité dans ce genre d'histoire. Cet extrait de Bazoum Mohamed à l'occasion toujours de cette présentation du 13 janvier dernier. Ceux qui sont sourds à mes appels, qui consistent à demander de proscrire certaines pratiques dans notre administration, en seront pour leurs frais. Je profite de cette occasion pour dire mon appréciation du travail entrepris par la Halcia et l'encourager à continuer dans cette voie. Je voudrais à cet égard réitérer mon appel aux magistrats pour qu'ils fassent leur travail convenablement, car leur rôle est déterminant dans ce combat contre l'impunité. Ils doivent surtout se garder de protéger ceux de leurs lorsque le comportement de ceux-ci n'honore pas leur noble fonction de juge. C'est le président, c'est le premier président de la Cour de cassation. Donc ça, c'est quand même important, c'est une adresse particulière à l'endroit des magistrats. Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, effectivement... Oui, les critiques sont légion. Voilà, il y a de plus en plus d'affaires où des magistrats sont impliqués, malheureusement. Alors que eux qui sont censés être modèles, c'est des modèles d'intégrité vraiment dans la société. Donc je pense que quelque part, c'est assez important. S'ils interpellent, comme il a dit nommément, le premier président de la Cour de cassation, je pense que cela est extrêmement important. Si eux qui sont censés juger ceux qui posent des actes répréhensibles au regard de la loi, eux-mêmes ne sont pas épargnés. Et c'est ça la République, puisque l'article 8 de la Constitution le dit, la République du Niger est un État de droit, il assure à tous l'égalité devant la loi. Et je pense que cela est extrêmement important si les magistrats, effectivement, à eux-mêmes, ils s'appliquent la loi contre ceux d'entre eux qui seront indélicats vis-à-vis justement de ce que ce soit des biens publics ou des biens, en tout cas des justiciables, un certain nombre de choses. Je pense que c'est très clair, en tout cas dans l'esprit des justiciables, des citoyens lambda, que nul ne sera épargné tant qu'il posera vraiment des actes répréhensibles au regard de la loi. Donc, je pense que cela est extrêmement important. Maintenant, comme vous l'avez dit, c'est que justement la suite rapidement puisse être donnée par le procureur pour qu'on puisse dire qu'enfin, 2023 là, c'est une année vraiment décisive, en tout cas pour la concrétisation des aspirations profondes du peuple nigérien à la justice, à la fin de l'impunité, la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Je pense, honnêtement, je considère qu'avec l'actuel président de la RISA, il y a un travail remarquable qui est en train d'être fait. Vraiment, il y a un travail remarquable et il y a des choses qui sont arrivées. C'est un magistrat, mais je crois que c'est quelqu'un d'intègre, il n'accepte pas quand, au nom de, je ne sais pas moi, de la fraternité, il n'accepte pas certaines pratiques. Ça au moins c'est clair, les affinités, au moins il est en train de le démontrer, n'est-ce pas? C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose et qu'il veut faire un travail honnête, un travail, et les dossiers qu'il est en train de monter, c'est des dossiers extrêmement graves. Et je pense que, comme l'a dit Bazoum, s'il met la pression sur le procureur, on aura des résultats. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le mandat, c'est 5 ans. Et là, ça fait 2 ans. Ça va faire 2 ans. Si on doit traîner ce dossier-là jusqu'en 2024, à partir de 2024, il n'y a plus le temps de... Chacun va aller, les gens vont commencer à aller en brousse. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut aller rapidement, surtout à cette matière-là. Au moment où les prisons sont remplies de gens, de voleurs de casseroles, et de marmites, il y a des gens qui sont là et qui narguent. Il a parlé, ce n'est pas la première fois, et c'est en cela où, quand il est un peu lui-même, il prend conscience que les gens ne le croient pas. Parce que les gens ne voient rien venir. Même cette histoire de Bagri, c'est parce qu'il y a eu quand même la scientifique qui a tracé une piste, qui a découvert. Sinon, je disais, ça allait continuer. Mais ce que les Nigériens attendent, c'est vraiment la fin de l'injustice. C'est ça les Nigériens attendent. Dans leur écrasante majorité, dans leur pauvreté, là. C'est voir finir l'injustice. Et les juges prennent souvent le manteau du 2 poids 2 mesures, que les gens constatent souvent dans le traitement de certains dossiers. Dans le traitement de certains dossiers. Et les gens veulent aussi voir la fin de
l'inéquité ou l'inégalité devant machin. Oui, c'est ça. Regarde, toutes ces affaires-là qui sont en train de sortir, qu'on dit concours, même pour entrer dans des écoles où les gens sont censés arriver pour gérer des entités. Oui, par exemple. Et c'est déjà la personne en rentrant, déjà c'est un voleur. Alors, lui, quand il va sortir, on va l'affecter. Mais il sait la voie par laquelle il est passé pour arriver. Et ça va continuer. On ne peut pas le changer. C'est pour ça que quand on dit non, je l'ai dit et j'insiste là-dessus, c'est la sanction. C'est la sanction sans complaisance. C'est comme ça qu'on peut redresser ce pays-là. Parce que le niveau de pourrissement a atteint un degré. Si d'aventure il n'y a pas de sanction, on ne va pas. Regardez, chaque fois on dénonce des cas de corruption avérés, mais chaque fois ça continue. Chaque fois ça continue. Combien de cas depuis pratiquement 10 ans là? Mais chaque fois ça continue, les gens, c'est comme si bon, c'est à l'autre que ça arrive. Moi, ça ne peut pas m'arriver. Et le jour où on découvre, on constate qu'il y en a qui sont protégés quand même. On les met à l'abri de la justice et tout et tout. Et c'est ça, il faut mettre fin aussi à ça. Par rapport au magistrat, vous vous rappelez que la rentrée judiciaire a eu lieu cette année, le 10 novembre dernier, à l'occasion d'une cérémonie, etc. Et le secrétaire général du SAMAN, vous rappelez, on a mis, le bâtonnier non, le secrétaire général du SAMAN, M. Adoubou, s'est prononcé sur cette question de corruption en milieu judiciaire et de corruption des juges, etc. En tout cas, il a promis qu'ils se sont parlé les yeux dans les yeux et que ça va changer forcément et que ces grèves, ces récriminations sont réelles. Et donc, les juges en sont conscients. Ils ont promis donc de régler cette affaire entre eux et puis faire avancer les dossiers tels qu'ils sont. En tout cas, les juges qui se rendront coupables de ces genres d'impairs seront, semble-t-il, mais on a connu des cas de sanctions. Il y a des cas où déjà de sanctions. Je propose de suivre M. Yadoubou, secrétaire général du SAMAN. Nous sommes dit les 4 vérités entre nous. Pour que s'il y a des comportements qui ne sont pas légaux, que les collègues abandonnent ce genre de comportement. C'est ça l'une des recommandations phares de cette rencontre-là. La justice, qui est le dernier rempart contre les atteintes aux libertés individuelles, ne doit pas être corrompue. Parce que si la justice est corrompue, c'est tout l'État qui est corrompu. Donc c'est pourquoi il y avait eu des échanges, en tout cas fructueux entre nous, au sortir desquels il a été demandé, dès qu'on apprenne une affaire de corruption au milieu judiciaire, de déclencher directement une enquête administrative afin de situer les responsabilités. Il a été rappelé aux magistrats de se rappeler à chaque fois qu'ils sont en face d'une situation de leur serment, parce qu'on a prêté serment devant Dieu et devant le peuple gérant, pour qui on doit rendre la justice. Docteur. Vous savez, moi je me dis que notre pays a atteint un certain niveau où Bazoum lui-même doit se mettre à la place de peut-être celui qui gérait la Bagri. C'est-à-dire, on a confié la Bagri à ce monsieur, lui il l'a laissé, lui on lui a confié l'État. Maintenant, il faut qu'il sache que l'État est dans un état de putréfaction avancé. Oui. Quand, même pour intégrer les écoles, il faut passer par la corruption. Britannique militaire, ENI, ENA, qui forment les mêmes magistrats là. Hein? Quand même, moi je me dis, il est obligé de réagir s'il a l'amour du pays. S'il n'a pas l'amour du pays, il laisse couler. L'État va aller en faillite et puis on va tous se retrouver. Mais si véritablement il a l'amour du pays, pas du parti qui l'a amené au pouvoir, il est obligé de sévir. Ça là, il n'y a pas 10 000 solutions, il faut purger. Il faut purger. Purger veut dire quoi? Enlever les éléments les plus mauvais. Moi je me dis, dans certains cas, il faut même détacher certaines institutions de la présidence ou de la... Les NAM là, il faut la rendre autonome. Faire en sorte que les concours soient organisés comme on organise le baccalauréat avec des systèmes d'anonymat, avec des présidents du jury désignés à la dernière minute. Personne ne les connaît. Jusqu'à ce que... Mais les mêmes éléments qui sont à l'école ne peuvent pas organiser le concours et dire que le concours est honnête. Parce que les autres... On amène un corps étranger, il organise le concours. Dans tous les cas, les correcteurs, ils peuvent sortir de l'université. Ils peuvent sortir des autres écoles. Donc, mais tant que vous restez... On dit non, le directeur de l'INAM dit qu'il a reçu des instructions, il ne peut pas donner des noms. Mais ça n'engage que toi. C'est un concours. Le maire doit gagner
Un ministre t'envoie une liste de ses enfants, tu les fais passer, ça te regarde. Et ces enfants-là, au cas où même ils arrivent à suivre les cours, quand ils vont sortir, c'est des voleurs. Ils savent que c'est par le vol, par la tricherie que leurs parents les ont amenés là. Ils ne peuvent pas faire un travail honnête. Ce n'est pas possible. Donc moi je me dis que s'il a véritablement l'envie, vous sentez qu'il a envie de faire. Mais l'envie là doit se manifester par des purges à la Deng Xiaoping. Moi je vous dis, sur ce plan-là, je n'ai pas d'état d'âme. Je vous assure. Non, je vous assure qu'il faut, et en plus, il faut mettre en avant les compétences. Regarde, si tu as envie de placer quelqu'un, tu sais que tu veux le placer, il n'a pas, envoie-le à l'école. Au moins qu'il revienne avec les compétences. Au bout de 2 ans, tu peux le nommer. Mais quelqu'un, lui-même dans son cabinet, des gens n'ont aucune compétence. Le directeur de cabinet, ce n'est pas un administrateur civil. Or, on sait qu'une institution comme la présidente, il faut un administrateur civil. Ce n'est pas un diplomate, je suis désolé. Parce que l'administrateur civil a été formé pour ça. Il faut réhabiliter le corps des administrateurs au niveau de l'ENAM pour faire en sorte que les postes de préfet et de gouverneur soient dépolitisés. C'est comme ça dans les autres pays. Mais si le monsieur se rend compte que c'est le parti qui l'a mené, qu'est-ce qui se passe? C'est que le parti lui impose un quota chaque mois qu'il doit verser. Et comment il va faire? Il va voler. Mais si c'est qu'il est un administrateur, que sa carrière dépend de ça, là, que c'est là qu'il va faire toute sa carrière, il sait qu'il a des obligations de résultats, il ne rend compte à personne qu'à l'État. Mais si vous nommez des gens à des postes de responsabilité où ils sentent qu'il y a l'argent, alors qu'ils savent qu'ils n'ont pas les compétences, moi aujourd'hui, si vous faites de moi comptable, je suis désolé, je vais enrichir ma maison. Parce que je n'ai pas les compétences. Oui, mais moi je peux diriger une école. Mais franchement, devenir comptable ou bien chef de service, contrôle, mais ça je sais que je n'ai aucune compétence. Même si tu le fais, tu es en train de liquider l'entreprise. Donc véritablement, moi je ne dis pas qu'il ne faut pas nommer mais il faut nommer des proches qui ont les compétences. Vous pouvez prendre dans vos partis, ceux qui n'ont pas les compétences, vous les envoyez en formation. Et moi je me rappelle d'une chose. On est arrivé à la présidence, il y a un monsieur, moi, il a tellement travaillé quand on était dans l'opposition que je voulais qu'on le nomme à un poste. Le président a dit non, il n'a pas les compétences. J'étais, oui. Mais moi, je pensais que le système allait continuer. Moi, j'étais heureux. J'ai dit, bon, mon cher, il n'y a pas 10 000 solutions, il faut aller dans une école te former. C'est tout. Maintenant, il est parti, il s'est formé. Le poste qu'on lui a confié, c'est un poste qu'il peut diriger. Donc, un État peut agir, un parti peut agir de la sorte. Mais franchement, pour prendre du tout venant là, pour l'imposer au motif que le monsieur appartient à votre parti, ça n'enrichit, ça ne grandit pas le parti, ça ne grandit pas. Vous n'avez pas pour vocation en tant que parti politique, vous n'avez pas la vocation de détruire l'État. Vous avez la vocation de faire en sorte que l'État soit fort, que l'économie marche pour que votre parti puisse dire demain qu'il a contribué au développement du pays. Mais vous ne placez pas les gens pour que demain on dise non, votre parti est venu détruire le pays. Moi je pense que c'est ça le problème. Et beaucoup dans les partis politiques là ne comprennent pas que l'appartenance à un parti politique ne fait pas de toi un futur milliardaire, je suis désolé. Non, tu dois plutôt te tuer pour le parti pour que demain, quand vous aurez fini votre mandat, qu'on dise que le parti a véritablement fait avancer le pays. Et oui, mais pas se retrouver dans des histoires de faits divers. Aujourd'hui c'est la baguerie, avant-hier c'était machin, caïman. On dit non, le parti là il est très performant ou dans le vol. Moi, je pense qu'on n'a plus à faire un parti politique. On est dans une association de malfaiteurs. Voilà. Oui, je pense que pour le poste de directeur de cabinet, depuis tant je pense qu'on n'a pas eu un administrateur civil comme directeur de cabinet. Quand vous regardez un peu, donc je pense que pour moi, le plus important, c'est qu'il soit à la hauteur, constituer une équipe qui puisse faire le travail véritablement. Maintenant, l'autre chose, c'est que vous avez dit, c'est qui est évident, justement, c'est de privilégier la compétence et surtout de ne tolérer aucune prédation de deniers publics, de comportement qui joue avec les principes justement de l'orthodoxie de la morale administrative. Et je suis convaincu que tel que le président a tenu ce discours comment on appelle, vendredi et la dernière fois, par rapport à la question de l'impunité, de la corruption, je pense qu'il est très ferme là-dessus et je pense que les jours à venir, effectivement, vont nous édifier par rapport à cela. Et je pense que c'est peut-être le début, comme je dis, d'une nouvelle ère pour la nouvelle année où, en tout cas, les aspirations du Nigérien là vont se concrétiser et je pense que c'est là où les Nigériens l'attendent le plus. Et je pense qu'on pense qu'on va engranger des résultats qui vont faire en sorte que peut-être la pédagogie de l'exemple à laquelle il fait allusion, justement, puisse faire référence et que dans toute l'administration, qu'on rectifie le tir pour que les gens fassent, comme vous l'avez dit, par exemple, si pour rentrer à l'ENA, moi quand j'ai vu l'article de l'enquêteur, mais je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à ça.
quand même, il y a un véritable problème à ce niveau-là. Donc, vous voyez, je pense que, bon, si c'est un peu partout, c'est la même chose. Je pense qu'il faut carrément restructurer, effectivement, l'ENA. Je ne sais pas, comme vous l'avez dit, Bunt, ici, pour l'instant, l'ENA est rattaché au cabinet du Premier ministre. S'il faut déconnecter l'ENA du cabinet du Premier ministre, ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? En tout cas, la nécessité de réformer l'École nationale d'administration de la magistrature qui faisait, bon, de l'ENA aujourd'hui, puisqu'ils ont détaché la magistrature pour aller à l'FJN, qui jadis faisait la fierté justement des cadres, parce que c'était la pépinière des cadres de l'administration publique. Il faut la réformer et redorer le blason de cette école-là pour que, avant, quand on dit que lui, là, c'est un énarque, c'est quelqu'un qui est très respecté. Et aujourd'hui, bon, si vous rentrez par effraction, donc par des moyens peut-être détournés, mais vous ne pouvez que sortir justement en faisant les mêmes pratiques et aller servir dans la médiocrité. Je pense qu'il faut mettre fin à cela. Oui, c'est Nissa. Docteur Amadou, le problème, c'est pas qu'il est là. On a vu concours santé, on a connu ça. Oui, on a dit karma à annuler. Mais c'est devenu systématique. Parce que tout simplement, les gens n'ont pas conscience que je suis là, je dois être impartial. Quand je dois, les Nigériens sont égaux. Je ne veux pas privilégier. On a vu des listes où on dit c'est la liste d'un tel, c'est la liste de la famille d'un tel. Concours de la santé, Mais bien vous vous sûr, rappelez? Bien sûr, liste Alors, Intel. Liste Intel. Et ça a continué. Il y a eu quelques... Comme ça a été timide, les sanctions ont été timides, ça a continué. Il n'y a pas concours aujourd'hui sans qu'on apprenne ce genre de choses. Imaginez systématiquement quand il y a concours, c'est ce genre de pratique. Mais moi je dis, on n'a pas à attendre. Les gens qui sont, comment dire, qui sont impliqués dans ces histoires, il faut les balayer. Absolument. Et le Il faut les président, balayer. le président a parlé de fonctionnaires. Oui, c'est vrai. Il faut le les... problème, c'est que les petits fonctionnaires Oui, qui sont, disons, les ordonnateurs, les grands... Les gens qui sont là, ils sont à l'abri. Mais demain, ils vont continuer. Ceux qui sont à l'abri, demain, ils vont continuer. Ainsi de suite. Et alors, quand est-ce que ça va finir? Parce que les gens n'ont plus peur. Les gens se disent, non, bon, c'est notre système, il faut profiter au maximum. Voilà la situation. Il faut que les gens, il arrive à faire comprendre aux gens qu'ils doivent se départir de cette façon de concevoir l'État. Tous les citoyens sont égaux. Quand il y a un test, on prend le performant, on le met. Parce qu'il est là pour le pays. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour servir d'autres intérêts. Il est là pour servir son pays. Les hauts fonctionnaires, là, s'ils savent qu'ils sont compétents, ils ne sont pas politiques. Voilà. Moi j'ai suivi Talon, Patrick Talon. Il a dit autour de lui, il constate que les plus grands griots sont les incompétents. Voilà. Il dit les gens qui sont compétents, tu ne peux pas leur marcher dessus parce qu'ils ne deviennent pas griots. Non. Ils refusent de s'abaisser. Et les critiques on comprend, viennent de partout, fusent, et parfois assez légitimes ou justifiées, et parfois assez sévères ou assez comment dire, sévères. Je propose enfin, ça, sur les réseaux sociaux, je peux prendre quelques-unes. Entre autres, celle qui m'a le plus marqué, c'est cette réaction de M. Nassir Bono. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un acteur de la société civile. Enfin, un acteur, un lanceur d'alerte, un acteur très actif, excusez-moi, la chaîne sur les réseaux sociaux notamment, c'est Nassir Bono qui dit, en s'adressant au président de la République après son intervention là, vous protégez les vôtres cités dans des scandales financiers et des infractions sans précédent et vous demandez aux magistrats de ne pas protéger les leurs. Donnez l'exemple d'abord, monsieur le président, M. Mohamed Bazoum, donc même avec un pouvoir usurpé, c'est bien possible. Bien évidemment, en fait c'est l'exemple. Mais en réalité, c'est tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. C'est-à-dire, bon, on a connu des cas où tu sens que c'est des protections politiques. Les gens ont bénéficié de protections politiques où ils devaient normalement être débarqués, mais en plus, ils devaient être sanctionnés. Mais souvent, c'est des promotions. Alors, c'est pour ça que quand il a un peu énuméré tous ces gens, les cadres et autres là, les gens se disent, bon, souvent, il y a des scandales plus graves, mais où les gens se sont retrouvés à des positions, on prend la personne, on l'amène quelque part, c'est-à-dire au lieu d'être sanctionné, la personne trouve une promotion. Et peut-être c'est assez pertinent au sens où, avant de demander à un magistrat de tout faire pour lâcher le camarade et faire bien ce travail, éviter de l'appeler pour protéger la personne. En fait, à ce moment-là, il devient plus à même de sévir, même quand il s'agit des gens. Mais le problème, c'est ça un peu ce qu'on a toujours de tout temps dénoncé. L'intrusion, parce que normalement, c'est des pouvoirs séparés.
Mais aujourd'hui, normalement, les systèmes tels que c'est prévu en démocratie, c'est des systèmes de pouvoirs qui sont formellement, ou du moins, en tout cas sur papier, qui sont indépendants. Mais qu'est-ce qui se passe dans la réalité? C'est que les juges, il va penser qu'il doit sa nomination à un poste important aux politiques. Alors, à partir de ce moment, même quand il y a une affaire, il va essayer peut-être quelque part de prendre des instructions ou essayer de voir comment il peut arranger les choses. Absolument. Mais à partir de ce moment, le jeu est faussé. Absolument. Et c'est ça que les gens dénoncent, les gens décrivent. Et c'est une pratique qui est instituée aujourd'hui et qui persiste. N'est-ce pas? Il a beau dire aux juges, il faut être indépendant, il faut être ceci, cela, mais ça va être compliqué tant qu'on ne fait pas le démarquage entre l'exécutif et le judiciaire. Oui. Bon, moi je voudrais réagir. Je pense que comparaison n'est pas raison, à mon avis, parce que quand même, comme le SG de Saman lui-même tout à l'heure l'a dit, dans un État, la justice est le dernier rempart contre la protection des droits et libertés. Donc il dit, lorsque la justice est corrompue, c'est tout l'État qui est corrompu. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont choisi d'exercer un noble métier, celui de juger, et c'est délicat. Lorsque vous n'êtes pas un modèle, et que vous n'êtes pas quand même impartial, vous n'êtes pas intègre, quel qu'en soit, même si c'est un de vôtres qui commet une infraction, parce que vous avez choisi le métier de juge, vous ne pouvez pas le couvrir, à mon avis. C'est ça le plus important. Et lorsque le principe de la séparation de pouvoir a été institué, c'est pour ça l'article 116 a dit très clairement, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. On a mis au centre justement de la construction de l'état de droit, c'est l'institution judiciaire. Ça, c'est extrêmement important. Le politique, vous l'avez dit, toute la difficulté aujourd'hui qu'il y a dans la lutte contre l'impunité et le détournement des deniers publics, c'est parce que ça vient du politique. Et les gens pensent qu'il faut venir dans les formations politiques, faire telle ou telle chose et bénéficier de l'impunité. Je pense que c'est extrêmement important. De mon point de vue, ce qu'il a dit ne tient pas la route, d'autant plus que maintenant, c'est que l'autre chose, on sent qu'il y a une réelle volonté qui commence à s'affirmer, qui se concrétise, et je pense que c'est ça le plus important, c'est de continuer dans cette exigence justement de mettre fin à l'impunité, de poursuivre les corrupteurs, ceux qui détournent les deniers publics, qui s'enrichissent illicément. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, et c'est comme ça qu'il faut construire une véritable démocratie, un état de droit, le jour où on dira que, au moins, même si on n'a pas totalement extirpé la société de toutes ces gangrènes-là, mais au moins qu'il y a comment on appelle, c'est diminué, c'est réduit à une proportion assez acceptable. Absolument. Monsieur Mayak, on commence avec les interventions de nos téléspectateurs, auditeurs. Monsieur Mayak Bassir, il nous écrit depuis Agadez. Il dit, concernant l'affaire de la banque Bagri, il n'y a rien de surprenant. C'est à l'image du pays. On ne peut pas avoir des dirigeants qui détournent des milliards et que des cadres placés par les mêmes dirigeants laissent passer l'occasion. Pour le discours du président, c'est juste de la théorie, et la pratique lui sera difficile à appliquer car il ne maîtrise rien. C'est toujours Issoufou aux commandes du royaume dirigeant. Réaction? Moi, je me dis que même si Issoufou continue à penser qu'il est son mentor, il est quand même obligé de sauver l'État et sauver sa tête. Parce que si l'État tombe en faillite, ce serait son nom qui sera sali au niveau de l'histoire. Moi, je me dis que, sincèrement, il doit se réveiller. Il faut arrêter les slogans et agir. Franchement, celui qui est cité dans une affaire, il faut d'abord commencer par le mettre de côté, enclencher la procédure judiciaire et puis protéger les biens de l'État. Protéger surtout les biens de l'État. Parce que le problème fondamental, c'est que ces gens qui détournent... Moi, je fais la part entre le détournement et la corruption. Ce n'est pas la même chose. Moi, de mon point de vue. Il est beaucoup plus difficile de montrer la corruption que le détournement. Le détournement, c'est clair. Sur la base des écritures comptables, tout de suite, on saura. Mais la corruption, là, c'est un peu plus sournois. C'est très compliqué. Donc, même le juge, en ce moment-là, il a des difficultés pour démontrer que... Maintenant, peut-être au niveau de vie de l'individu, ce qu'il a comme patrimoine, on peut découvrir. Mais le détournement est beaucoup plus facile à découvrir que la corruption. Dans tous les cas, ne pas agir, ce serait accepter la faillite de l'État. Moi, je me dis, aujourd'hui, tous les secteurs sont gangrénés. On a l'impression que l'élite politique, l'élite militaire, l'élite intellectuelle, l'élite financière sont uniquement là pour détruire l'État.
pas pour construire. Regardez ailleurs les hommes d'affaires. Quand on vous parle d'un homme d'affaires malien, il cherche l'argent dans les pays du Golfe pour l'amener chez lui. Il ne vole pas l'argent de l'État. Vous ne les verrez jamais faire la sous-facturation. Quand on parle d'un homme d'affaires sénégalais, souvent c'est en Arabie Saoudite, en France, ou machin, il fait ses coups, il fait ses raids, et puis il est... Oui. Mais l'homme d'affaires nigérien, c'est d'abord au trésor. C'est d'abord... Donc déjà à ce niveau-là, cette mentalité prédatrice-là fait que il faut essayer de la combattre. Il faut combattre cette... Je vous assure, quand vous prenez un monsieur comme Babani Sissoko du Mali, mais lui c'est même au Qatar, qu'il est allé taper une banque à hauteur de plus de 200 millions de dollars, il a introduit au Mali. Oui, il est venu, il a investi l'argent. Oui, le Qatar a dit il faut l'envoyer. Le président a dit c'est pas possible. Il est resté, terminé. Il est resté au pays jusqu'à 100 mois. Mais nous, chez nous, on a développé une mentalité, c'est que même nos hommes d'affaires, ils ne créent pas. Regardez, ils ne font pas dans l'entreprise. Import, export. Il n'y a pas de risque. Tu importes du Nescafé, du sucre, les gens sont obligés d'acheter. D'ailleurs, maintenant, ils ont même mis sur le marché une œuf relatée là. On ne sait pas d'où ça vient. Il n'y a aucun contrôle. Sûrement que ça. Oui. Et dès que vous déposez l'huile, ça devient une sorte de... Oui, et l'État n'a aucun contrôle. Il faut chercher à savoir qui l'a introduite et puis le sanctionner parce que apparemment c'est impropre à la consommation. Donc chez nous, tout est devenu possible. L'homme d'affaires, il pense qu'il a des passe-droits. L'homme d'affaires, c'est surtout celui qui grige. Qui grige l'État, qui grige les petits gens. Les petits gens, ils vendent des parcelles à 5-6 personnes. On considère que il a réussi dans sa vie. Il est dans une Mercedes, dernier cri. On dit non, un homme. Non, moi je pense qu'il faut se dire contre ça. Sincèrement, l'homme d'affaires camerounais, il prend l'argent à l'extérieur, il l'introduit chez lui. L'homme d'affaires sénégalais, il prend l'argent ailleurs, il l'introduit chez lui. Moi, quand je vais à Dakar, je suis logé par un monsieur qui est sous un milliardaire. Il s'appelle So. So a 5 immeubles à Dakar. Il me dit, imagine le monsieur, mon patron, lui, qu'est-ce qu'il a? Et ce patron-là il est en Zambie. Il est dans le diamant. Voilà comment eux, ils agissent. Mais ils ne volent jamais l'argent de leur pays. Sauf vie de ses loyers. 5 immeubles à Dakar. 5 immeubles. Et il dit qu'il est venu de l'argent de Zambie. Ce n'est pas l'argent du Sénégal. Au contraire, maintenant, c'est en payant l'impôt qu'il crée de l'emploi parce que ces immeubles-là sont entretenus. Mais allez-y voir nos hommes d'affaires. Un grillage à 8 milliards, 7 milliards, et tu es heureux d'aller construire une villa dans ton village. On dit non. Babize Atino, Babize no Shibara. Babize Shibara Zeino. Monsieur Souley Sita, qui nous écrit de Calégorie, il pense comme vous, docteur. Il dit je pense que la corruption ne finira jamais au Niger, car la prison ne dissuade plus aucun Nigérien face au bien public, puisqu'on fait quelques mois ou années, et puis on retrouve la liberté avec ses biens volés. La meilleure solution est la prison, plus remboursement avec intérêt, comme dans une banque. comme dans une banque. Rembourser avec intérêt, j'aimerais bien savoir comment. Non, Dengue n'est pas arrivé à ce niveau-là. Au moins protéger les biens de l'État. À l'époque, même à la période Kounché, c'est qu'ils commerçaient, ils partaient dehors, ils venaient, ils ramenaient. Oui, mais aujourd'hui, c'est l'argent, c'est Karma, le trésor, c'est les marchés publics. Vous voyez que d'autres personnes viennent dans notre pays, des opérateurs, ils viennent prendre des marchés chez nous, y compris par rapport à la construction des routes. Monsieur Adamou Ousseini nous écrit, nous avons écrit la semaine passée aussi, en tout cas il nous dit qu'il nous a écrit la semaine passée. Je ne sais pas si on a lu son message ou pas. Il a dit, c'est ce que je disais la semaine passée, ce pays souffre énormément d'approche mentale avec l'argent. Tout le monde pense qu'être riche, c'est cela la réussite. Sinon, comment comprendre qu'un directeur général qui vit sans le moindre problème d'argent, qui vit mieux que 90% des Nigériens, peut tomber aussi bas? C'est malheureux pour ces pays, et même pour ceux qui ont les moyens, sont attirés par le vol. Parce que quand on a un certain niveau de vie, quand même, on n'a pas besoin de vol. Oui, mais justement... 90% des Nigériens vivent... Oui, mais tout à l'heure, c'est pour ça que quand je disais qu'il faut vraiment aller vers... Et parfois, c'est ça. C'est ceux qui ont déjà entassé des milliards, ceux qui continuent encore à voler. C'est-à-dire que le changement de mentalité dont je parlais aussi tout à l'heure, tu avais retorqué, je pense que c'est nécessaire. Parce que je pense que les gens pensent que le seul étalon qui vaille aujourd'hui, c'est l'argent.
Sinon, comme il a dit, mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vit, en tout cas, je suis sûr qu'il a un salaire assez important, le DG. Comment il peut tomber dans ce piège-là? Ça n'a pas de sens. Vous voulez sa propre entreprise. Oui, justement, c'est de la déloyauté, ça, c'est pas intéressant. Je pense que quelque part, c'est vers ça, et à mon avis, lorsque la sanction va commencer à tomber, les gens vont aller vraiment vers la recherche du gain licite, parfois du tout facile, où il faut perdre. C'est pour ça, docteur, oui. Tu me rejoins. Non, tout à l'heure. Mais quand tu dis reconversion, non, c'est important. Quelqu'un dont la tête est déjà pourrie. Comment tu veux reconvertir? Non. Mais attends, le problème, ce qui est grave, c'est qu'on est en train aujourd'hui, même les jeunes qui sont en train d'être perçus comme la relève, regarde ce qui se passe dans les concours, mais ils sont enclins à vouloir chercher rapidement l'argent. Parce que il y a pas, on a tout détruit, tout, pratiquement tout. Je fais un concours, il faut que le papa ou la maman intervienne pour que j'admette, je fais ceci, cela. Moi, je compte pratiquement, j'ai fini mes études, il faut que le papa me place à un endroit, comment veut dire, là où déjà... Non, mais je ne cherche pas. Mais, non, mais même les autres, même les parents, les amis, voilà. Mais toi, pourquoi tu vas te fatiguer? Tu as ton papa qui est machin. Voilà. Il faut attendre qu'il te trouve, effectivement. Mais la alors, mentalité quand des gens. cette mentalité... Tu n'as pas besoin de te fatiguer. Justement, c'est important. Mais c'est qui fait ça? C'est les adultes. C'est les adultes. C'est pas autre chose. Même monsieur qui dirigeait une banque. Et voilà que quelqu'un... Ici à Niamey? Oui. Décide d'aller effectuer un contrôle. Il fait le contrôle, il n'y a rien. Hein, il lui met la pression parce qu'il veut qu'il recrute sa fille. Il dit, mais c'est pas comme ça que les choses se passent. Oui. Il dit, d'abord, qu'est-ce que tu as découvert dans mes écritures comptables? S'il y a des impairs, des irrégularités, fais-moi arrêter. Il dit, non, c'est pas qu'il y a des irrégularités, mais bon, mon enfant, machin, dit, bon, je vais te montrer que moi, je suis honnête. Il a appelé le président de la République, le président de la République a relevé les niveaux. Voilà comment il faut agir. Il a relevé. Il dit, si tu as découvert des impairs, s'il y a des irrégularités, appelle la PJ, on m'arrête. Mais tu vas venir faire pression pour que je recrute ton enfant. Tu as la possibilité de venir m'inspecter. Moi, je vais te montrer que moi aussi j'ai les bras longs. Voilà, donc voilà comment, comment il faut régler certaines situations. Le président l'aurait soutenu, on allait dégager le monsieur de la banque. Pour rien. Il dit, si véritablement j'ai commis des impairs, appelle la PJ. Je suis à la disposition de la police. Mais si je n'ai pas commis d'impair, tu as bien vérifié? Et non, il n'y a aucun problème. Ok. C'est maintenant que je te montrer que moi aussi j'ai un droit. Il dit, tu vas être relevé. Et il l'a relevé. Et je trouve ça tout à fait normal. Mais c'est normal, c'est la démarche. Oui, il dit, si j'ai commis des irrégularités, appelle la PJ, on m'arrête. Non. Tu vois, mon enfant a fini, machin. Il dit, mais ça là, il fallait dire, tu n'as pas besoin. Vraiment. Mais comme maintenant tu me mets la pression là, moi je vais te faire dégager. Il l'a dégagé. Et je trouve que c'est tout à fait normal. Ça c'est la méthode d'Enzio. Moi je préfère. Voilà. Tu es adapté. Professeur Jiboula Barchi, je dis il faut savoir que les crédits bancaires contractés par certains fonctionnaires ne sont qu'un moyen pour couvrir un enrichissement illicite commis ailleurs. Juste pour dire que j'ai pris un crédit pour réaliser tel ou tel investissement, alors que la source réelle de cet investissement est ailleurs. Un agriculteur justifiant d'1 milliard dans son compte, voire n'importe quel client, c'est un client qui ne s'endette pas à la petite banque agricole. Et ce serait un agriculteur connu de tous dans le contexte nigérien. Tout à fait. Donc, oui, bon, je pense que ce que le professeur dit n'est pas effectivement étranger à la pratique. Exactement. Là, au moins, ce qu'on sait, c'est ce que j'ai dit souvent. Quand les gens font, c'est juste pour un peu faire semblant, quoi. Pour dire, c'est pour masquer, effectivement. Mais pas nous autres, nous on n'a même pas nous on est endettés. Maintenant la Bagri n'a pas venu. Il faut faire ton dossier pour que la Bagri finance ton domaine là. Oui, au moins un grillage et bien un forage. Comme ça je vais faire de l'agriculture. Mais je ne savais pas que ces possibilités-là existaient. Mais j'attends d'abord la réunion de Awami. Non, ça, il mérite ça quand même. Alors, monsieur Abdoulaye Al-Husseini, qui nous écrit depuis Maradi, il dit l'affaire de la Bagri, là, lui pense que quelque part l'État est complice ou responsable, de près ou de loin. Sinon, comment laisser une banque comme la Bagri sans audit régulier depuis toutes ces années? Mais bien évidemment, c'est que, bon, moi, l'explication que j'ai donnée, tu sais, tout ce qui est public là, on a créé une espèce de
sentiment que c'est public, c'est à nous de décider, pas besoin de compétences et autres. Une banque qui, en 12 ans d'existence, déjà en 2 ans, commence à avoir des problèmes. Malgré tout, on a fermé les yeux, on a renfloué, comment diriger le capital. Et ça a continué. Mais alors, il y a une complicité de l'État évidente. D'abord, la complicité, c'est au niveau. Non, les critères de recrutement, on doit revoir tout. Si on ne tient pas compte de ton appartenance ou cela, on tient compte des compétences et on te donne, comme avait dit, un cahier de charge, obligation de rendement des résultats. Mais on ne fait pas ça, on place n'importe qui. Le cas de la dame qui a été chassée, parce que tout simplement, elle a découvert des anomalies. C'était parce que le système était plus fort qu'elle. Il fallait la mettre dehors. Mais voilà, il y a beaucoup de choses, des cas comme ça qui se présentent dans ce pays. On ne fait même pas, mais parce que on l'a éjecté par le truchement du politique. Parce que le politique pouvait, comment dirais-je, ou au moment où la procédure, ou du moins le procès s'est terminé, on allait la récupérer pour dire, vous allez retourner. Parce que ça n'appartient pas à quelqu'un. On peut, pas au directeur général ou à quelqu'un, ça appartient à l'État. C'est un bon cadre, on a besoin d'elle dans le système. Personne ne peut la chasser. C'est pas pour l'État. L'État ne l'a pas protégée. Alors, Monsieur Omar Sisco qui nous écrit depuis Accra, au Ghana, il dit la Bagri, la Caïma, le CNUT, la Nitra, la douane, etc. sont victimes du système de gouvernance, car ceux qui y travaillent agissent sous les ordres des pointes du parti au pouvoir, qui les ont placés là sans aucune compétence, souvent. Cette pléthore de contractuels et membres de leur famille qui ne savent même pas faire une phrase correcte dans la langue du travail du pays, en français, qu'on envoie représenter le Niger, sont ceux-là qu'on utilise pour tuer nos institutions. Lorsque les fautifs sont connus et qu'ils ne sont pas dérangés, parce qu'ils sont parents de qui vous savez, ou parce que tout simplement au colonel de douane que vous êtes, vous avez été régulier dans vos cotisations. Les problèmes du Niger ne finiront que lorsqu'on donnera un vrai et grand coup de pied dans la poubelle où se retrouvent les ordures que nous connaissons tous. Les propos de Bazoum sont à prendre avec des pincettes, tellement il parle beaucoup sans acter. Regardez le dernier décret qu'il a signé sur les indemnités des ministres conseillers. 2 350 000 francs. Des ministres conseillers. Ministres conseillers. Ah bon? Oui. C'est pas les... C'est ministre conseiller. Ok. Oui. C'est-à-dire que... Il n'y a plus de ministre conseiller, non? Il y en a plus de... Non, maintenant, apparemment, ils veulent réintroduire ça. Mais le ministre conseiller a un salaire supérieur au ministre avec portefeuille. C'est déjà une anomalie qu'un administrateur civil aurait pu détecter. Parce que l'avantage de l'administrateur civil, c'est qu'il maîtrise il a étudié l'administration. Il n'a pas étudié la diplomatie. Et il est capable, moi je ne suis pas administrateur de formation, hein, mais c'est des choses que tu sais. Oui, c'est 2 450 000 francs pour les ministres, les conseils avec rang de ministre. Voilà. Donc, alors que le ministre titulaire, qui a un portefeuille, il n'a pas ça. Donc, il ne peut pas y avoir de traitement supérieur pour quelqu'un qui n'a pas de portefeuille quand même. Ça, l'administrateur va dire, monsieur le président, il ne faut pas signer. Il y a une anomalie là. Mais on l'a laissé signer. Et on le laisse signer n'importe quoi. Moi, je pense qu'il faut que lui-même... Moi, mon problème avec Bazoum, je vous le dis, c'est qu'il n'y a pas de suivi. Tu as l'impression qu'il flotte. Non, il faut cesser de flotter. Il faut mettre tes 2 pieds sur terre. Quand on t'amène un document, ne signe pas n'importe quoi. Parce que c'est le président. Non, vous avez regardé en amont, est-ce que tout est oui? Oh, non. Ça, c'est une anomalie. Et je pense qu'un ministre qui sait qu'il est à son poste par compétence, il va attaquer ça au niveau de la justice. Moi, tu ne peux pas être un ministre sans portefeuille et gagner plus que moi alors que j'ai un portefeuille. Maintenant, les ministres vont se taire peut-être parce que chacun aura peur d'être dégagé du gouvernement. Mais moi, en tout cas, moi, si je suis ministre, j'attaque ça au niveau de la justice. C'est une, comment on appelle ça, une rupture d'égalité. Sur quelle base quelqu'un qui n'a pas un portefeuille simplement parce qu'il a la présidence avec le titre de ministre, on lui donne 2 400 000 alors que peut-être moi, mon salaire officiel c'est 1 750 000. C'est impossible. Donc voilà des choses sur lesquelles... D'abord, où est l'utilité même? Voilà. Il faut se poser cette question. Un pays pauvre où on donne de l'argent à des gens à ne rien faire. Ils sont en train de caser les gens des petits partis misérables là, les petits bourkou là qui n'ont machin. Donc on considère que c'est de cette manière qu'on les récompense. Et aujourd'hui, c'était engagé à... Oui, il a signé le décret. Le décret a été publié. Il faut arrêter. Et alors, ça va faire quoi sur le budget de l'État? Comme ça. Parce que non,
la personne n'a qu'à aller travailler. C'est tout. Monsieur Sadou Moukela Moussi, qui nous écrit depuis Saï, quelques encablures de Niamey. Le président de la République a voulu nous faire observer une chose et nous en avons observé deux. La deuxième chose que nous avons observé, c'est que les magistrats n'ont pas pris acte apparemment de son appel fait lors de son discours d'investiture. Ou alors, donc il dit où c'est ça, ou alors il fait 2 poids 2 mesures, il n'arrive pas à garantir une indépendance totale de la justice. Bon, moi je pense que par rapport à l'indépendance, tout à l'heure j'ai rappelé les dispositions de l'article 116 qui disent précisément que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, à l'occasion cette année de la rentrée judiciaire solennelle, quand même il a réitéré son engagement de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interférence dans le fonctionnement de l'institution judiciaire et qu'il a rappelé les magistrats face à leurs responsabilités. Et les acteurs judiciaires, le bâtonnier a parlé au nom du professeur libéral. Je pense que, en tout cas, tous ils ont parlé pour pouvoir vraiment marquer leur engagement par rapport à la nécessité vraiment de construire un état de droit véritable dans notre pays. Donc, bon, de toute façon, les magistrats, ce ne sont pas des extraterrestres aussi, c'est des humains. Donc, aujourd'hui, il se pose un véritable problème d'intégrité dans beaucoup de professions. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est les questions d'intégrité, c'est les questions de rigueur dans la gestion, surtout pour ceux qui manipulent les deniers publics. Donc, je pense que c'est beaucoup plus de cela qu'il s'agit. Maintenant, pour les magistrats, comme eux-mêmes ils l'ont dit, dès qu'il y a des soupçons, justement, de corruption ou d'abus des biens ou un certain nombre de choses, ils vont diligenter une enquête. Je pense qu'il y a eu déjà quelques cas, quand même, des magistrats qui ont rendu gorge par rapport à leur indélicatesse. Je pense que c'est quand même extrêmement important. Mais maintenant, il faut qu'eux-mêmes puissent expurger leur corps de ceux-là qui sont vraiment un peu, qui n'ont pas une certaine intégrité digne de la fonction qu'ils doivent exercer. Ça, c'est extrêmement important. Mais une fois à leur niveau, ils font cette purge-là, les gens doivent quand même avoir peur. Ils ne peuvent pas s'attendre à des concessions en dehors de ce que les textes prévoient en termes de circonstances. Exactement. Tout à fait. Monsieur Nou Mamadou Arzika, président de l'Association de la société civile, nous dit, à propos du dossier de la Bagri, le pire, c'est bien le détournement de la mission de l'institution au motif que l'État n'a pas mis en place le fameux fonds de garantie. Toute chose qui n'a pas empêché l'attribution imprudente des crédits agricoles à des personnes qui n'ont pas de bons projets agricoles. Le pire des pires, c'est l'ingénierie prédatrice mise en place pour accorder des crédits sans aucun respect du principe de précaution en pareilles circonstances. Accorder des crédits à des personnes physiques ou morales sur des fausses bases et ou des faux bons de commande et des domiciliations de complaisance. Au point où, à ce jour, c'est plusieurs dizaines de milliards de crédits irrécupérables qui sont dans le portefeuille de cette banque en question enregistrée durant plusieurs années de gestion. Nota bene, c'est aussi le cas de plusieurs autres institutions financières de la banque et de la place. Tout à l'heure, justement, c'est aussi le cas de plusieurs autres institutions financières de la banque. C'est ce que je disais. Malheureusement, non seulement il y a le détournement justement d'objectifs de la vocation de la banque, au lieu de financer justement les agriculteurs par rapport à leurs projets, il faut élargir les espaces de culture, un certain nombre de choses. Finalement, c'est les autres qui se sont peut-être accaparés de la banque. Et maintenant, l'autre chose, c'est l'absence de garantie. Où on donne des banques aux gens sans se prémunir justement de la garantie. Comment il faut... C'est pourquoi certains acteurs demandent un audit des crédits. Justement. Mais comment on peut faire... Et là, on découvre, comme le dit Noazika, on découvre certainement des dizaines de milliards mais justement, qui sont irrécupérables. Mais bien sûr, la dernière fois, c'est dans un journal, j'ai vu où on dit qu'il y a des gens à qui on a donné 200 millions, 250 millions sans aucune garantie. Oui. En dehors de leur titre. Mais comment il y a un problème? Et comment? Parce que simplement, excuse-moi, parce que comme il l'a dit, juste les gens viennent ouvrir un compte. Apparemment, la condition, il faut que tu ouvres juste
un compte à la Bagri, tu viens juste, tu ouvres, tu mets quelque chose, après tu dis tu as besoin de prêt. Il n'y a pas un projet vraiment sérieux où il faut faire examiner la faisabilité du projet, un peu le sérieux de la personne qui est derrière cette personne. Et puis les gens se sont mis à donner des crédits comme ça à tout bout de champ. Effectivement, comme il a dit aujourd'hui, c'est des milliards de crédits qu'on a octroyés dans l'air dont on ne peut pas récupérer. Et ça, je pense que cette affaire de la Bagri, bon, peut-être à quelque chose de malheureux et bon, doit quand même amener l'État à revoir justement un peu la politique de cette banque-là pour vraiment d'abord ramener, restituer la Bagri dans sa vocation initiale et maintenant de voir des garde-fous, y compris pour les agriculteurs, parce que ceux qui sont spécialistes dans les raids sur les finances publiques, comme vous tu le dis, peuvent aussi contourner derrière, se cacher derrière des agriculteurs, effectivement, pour pouvoir venir prendre des crédits et liquider. Ça, c'est extrêmement important. Et nous, on l'a dit, et c'est important, c'est aussi le cas de certaines institutions financières de la place. Donc, comme vous l'avez dit à quelque chose de malheureux, bon, c'est l'occasion d'aller regarder exactement. Mais ça veut dire que là on ne comprend pas le rôle du conseil d'administration. Oui, le conseil d'administration, quel est son rôle? Apparemment, les gens, c'est juste les jetons de présence. Parce qu'on vous fait un bilan. Le monsieur, il vient, il vous présente un bilan. Il ne vient pas comme ça vous dire non, tout est bon, tout est... Non, il vous donne un document. Sur la base de ce document-là, vous-même, vous pouvez constater s'il y a des irrégularités. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens prennent leurs millions, ils empochent et puis bon, la banque marche, non, ça va, oui, monsieur le directeur, oui, tout est OK, oui, tout est OK. Mais bon, alors, le docteur mais qu'est-ce qui favorise ça? Oui. C'est le copinage. Oui, bon, c'est-à-dire que là, en ce moment-là, oui, aussi bien le conseil d'administration que le responsable exécutif, mais tous sont fautifs. Ça veut dire que vous n'avez même pas fait votre travail. Pendant 4 ans, dans l'institution, il se passe des irrégularités. On vous présente un bilan, même s'il est négatif, vous pouvez constater quand même qu'il y a des crédits toxiques qui ont été donnés. Mais vous avez fermé les yeux. De la même manière que le directeur va en prison, moi je me dis que le conseil d'administration aussi va bon, enfin, l'enquêteur a dit des membres du conseil d'administration ont été auditionnés à la PJ. Oui, auditionnés, mais ils vont y aller parce qu'ils ont fermé les yeux. Moi je dis, on ne peut pas fermer. C'est quoi? Ça sert à quoi? Ça veut dire que les gens qu'on nomme au niveau des conseils d'administration, là, c'est pour justement contrôler à la fin. Et il y a des moments où souvent, en plein exercice, il y a des contrôles, il y a des sessions qui sont convoquées par rapport à des urgences. Ça veut dire que bon, tout le monde a fermé les yeux parce que ça a arrangé tout le monde. Peut-être qu'eux-mêmes ils ont pris. Moi j'ai dit, quelque part c'est comme ça que ça a fonctionné. Et il y a beaucoup de conseils. Mais justement, tout à l'heure, j'ai vu au début de l'émission, Abdraman, je crois que vous avez affiché un journal qui dit que les membres du conseil d'administration et les épouses ont été auditionnés. Justement, parce qu'on ne peut pas ne pas savoir, mais quel est leur rôle, mais comment c'est-il que, et par rapport aux états financiers dans l'examen des documents, comment ils ne se sont pas rendus compte de tout ce truc-là? Oui, exactement. Et surtout, quand on a vu, la banque a connu déjà des difficultés. Normalement, à partir des difficultés 2013-2014, on doit pouvoir mettre des garde-fous pour empêcher à ce que des choses comme ça ne se reproduisent. Mais ça veut dire que bon, on a renfloué, ok, d'accord, on ramène des gens, bon, chacun mange et puis c'est l'État. Ça appartient à l'État. Voilà un peu. Il y a beaucoup d'institutions qui fonctionnent comme ça. On a comme l'impression que bon, nous sommes là, c'est nous qui gérons le machin, nous décidons de comment les choses doivent fonctionner. On va mettre les gens, même s'ils sont incompétents, l'essentiel dès qu'ils se réalisent à la fin, avant qu'on finisse, que chacun se réalise. Voilà un peu comment ça fonctionnait et c'est ça qui a fait que beaucoup de structures fonctionnent mal. C'est tellement dramatique qu'on peut être même amené à croire qu'en fait la banque a même été créée pour ça. Mais alors on peut même être amené. Mais alors, la banque peut-être a même été créée dans cet esprit, pour qu'on puisse, voilà, pour qu'il y ait des gens qui partent puiser là-bas. Dans cet esprit. Oui, dans cet esprit, alors, malheureusement. Absolument. Bon, il ne faut pas être surpris. Absolument. Parce qu'il n'y a pas de. Dans le crédit agricole, il y a une garantie, c'est ton champ. C'est-à-dire que Ouais, si mais- au bout d'un moment tu ne peux pas payer, la banque récupère ton champ et le vend. Puisque l'investissement est censé être effectué dans ton champ. Dans le champ où. Maintenant, moi, je prends par exemple de l'argent pour mettre du grillage, je creuse. Si au bout d'un an, je n'arrive pas à rembourser, par le biais d'un huissier ou un notaire, on récupère le champ et puis on le vend. C'est comme ça que... C'est au moins ça la garantie. Mais ça veut dire que sur cette base aussi, la banque ne peut pas me donner au-delà d'une certaine somme. Moi j'ai un opère de terre, tu me donnes 1 milliard, je vais aller aux Bahamas pour me prélasser. Ça veut dire que en fait toi-même tu n'es pas sérieux. Tu sais que je n'ai pas les garanties suffisantes pour que tu puisses me donner ce crédit-là. Mais sur la base maintenant de l'opère de terre que tu as, sur la base maintenant des possibilités que ce terrain-là peut offrir,
la banque peut t'accorder le crédit. Mais ce n'est pas un crédit comme ça, sur un coup de tête. Jamais Maintenant, tous ces gens qui ont pris l'argent sur cette base-là, moi je me dis qu'il faut leur donner un délai. Et en plus, cela n'empêche pas une poursuite pénale parce que c'est du blanchiment, c'est du vol. Tu peux aller prendre. C'est comme si tu vas au grand marché, là, tu trouves un boutiquier devant son truc, tu t'accapares des biens, et puis tu dis, bon, si jamais tu parles gare à toi. Mais c'est du vol. C'est du vol. Moi, je me dis que, en tout cas, le remboursement n'exclut pas la possibilité qu'on les poursuive. Voilà. Merci, docteur Amadou Bonti Diallo. Merci, docteur Amadou Samokar. Merci, Nissa. Merci, mesdames, messieurs, les enfants. Je suis chez vous pour le Presse Plus d'aujourd'hui. Excellente sur le programme sur la télévision Bonferré. Bonne fin de week-end à toutes et à tous. Au revoir.